Vous l'attendiez, elle est enfin là, l'immense vidéo sur tout le sujet autour de ma campagne Ulule, l'écriture de mon roman, le financement, les budgets, les galères, les victoires. Bref, bienvenue dans cette vidéo qui va retracer tout ça et bien plus. Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Nora, je suis autrice et créatrice de contenu et en février 2025, je me suis lancé le challenge un petit peu fou d'écrire 3 livres en 6 mois et le premier tome de cette trilogie de romances universitaires est actuellement derrière moi, vous le voyez, en format collector et broché. Mais alors comment est-ce que je suis passée d'un simple manuscrit à un objet livre absolument magnifique? Enfin, excusez-moi, hein, mais il est vraiment très très beau. Page de garde, vernis sélectif, jaspage. Comment est-ce que je suis passée d'un tas de feuilles à ça? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Cette vidéo va être divisée en plusieurs parties, elle risque d'être très longue, donc je vous invite grandement à attraper à boire et à manger et à vérifier les chapitrages s'il y a des sujets qui vous intéressent plus que d'autres. Parce que j'ai vraiment tenté de regrouper toutes les informations que j'avais, toutes les erreurs que j'ai faites, toutes les choses que j'ai mises en place pour que vous ayez un guide complet sur écrire un livre et ensuite faire une campagne de financement qui fonctionne pour ensuite avoir un livre collector joli à proposer à vos lecteurs et lectrices. À savoir que The Game Controller, ce n'était pas mon premier essai dans l'auto-édition, c'était mon 5e, mais que tous les livres avant celui-ci ont été dépubliés, tout simplement parce que je n'avais pas fourni le même travail que pour celui-ci, donc c'est un petit peu la première fois que j'ai fait de l'auto-édition réellement professionnelle et vous allez comprendre ce que je veux dire par là au fil de cette vidéo. Ceci étant dit, allons-y pour la première partie de ce très long monologue, écrire le livre. Donc, comme je vous l'ai dit, ce roman, il est né d'un défi que je me suis lancé en février 2025 où je me suis dit que j'allais écrire 3 livres en 6 mois. C'est un challenge que j'ai documenté tous les jours via des vidéos courtes que j'ai postées sur Instagram et TikTok. Je vous ai fait également pas mal de vidéos et de podcasts au sujet de ce challenge, ce que j'en avais retiré, ce qui avait bien marché, ce qui avait moins bien marché. Donc, je ne m'étalerai pas plus sur ce sujet-ci aujourd'hui. Si vous voulez retrouver les contenus à ce sujet-là, il vous suffit d'aller sur ma chaîne YouTube. Vous retrouverez une vidéo qui retrace un petit peu tout ce que j'ai fait à ce moment-là. Ceci dit, je vais quand même vous parler très rapidement des outils d'écriture que j'ai utilisés pour cette trilogie. Il y a notamment Write Control qui m'a aidé à centraliser les fiches personnages, la structure, les statistiques, etc. etc. Également, j'avais pas mal de templates Notion avec, pareil, des fiches personnages. Faut savoir que je me limite rarement à avoir une seule fiche personnage puisque au fil des tomes, j'avais aussi envie de remanier un petit peu les caractères de mes protagonistes, des love interests et des personnages secondaires. Donc, il était pas rare que je reprenne les fiches personnages du début, notamment avant le challenge où j'avais décidé de tout refaire à blanc, tout simplement pour avoir une base claire et neutre sur ce qui allait suivre. Write Control pour tout centraliser, c'est vraiment pas mal. Il y a également Novellaire qui m'a beaucoup servi au niveau de l'écriture, tout simplement parce que j'adore le thème sombre. Voilà, il n'y a pas d'autre explication. C'est un site d'écriture que je trouve très sympa. Il y a beaucoup de statistiques. Vous pouvez faire pas mal de choses avec la version gratuite. Donc si vous l'avez pas testé, je vous invite à essayer. Maintenant, c'est un site qui est aussi que en anglais. Donc il faut être à l'aise avec ça. Mais globalement, c'est un site que j'ai beaucoup aimé et sur lequel j'ai écrit la grande majorité de mes 3 tomes. Également, au niveau des statistiques, j'ai découvert TrackBeer, donc qui est un logiciel qui peut vous aider à traquer votre nombre de mots, mais aussi d'autres choses, des habitudes, etc. Mais c'est un site que je vous recommande notamment si vous n'avez pas encore de tracker parce que ça vous permet de centraliser un petit peu tout. La prise en main est certes un petit peu compliquée, du moins moi j'ai pas trouvé ça hyper intuitif, mais il est très sympa. Et enfin, dernier site que je vous conseillerais, mais là c'est vraiment le classico-classique, Google Docs. Voilà, quand on me demande quel logiciel pour commencer à écrire, je dis Google Docs. C'est le plus simple, c'est le plus rapide, ça s'enregistre tout seul, vous avez un mode hors ligne, vous le retrouvez partout. Enfin vraiment, Google Docs, mon premier amour en écriture, d'autant plus que vous pouvez partager ensuite le document avec vos alpha lecteurs et bêta lecteurs en mode commentateur et du coup ils pourront tout simplement commenter votre texte sans pouvoir le modifier. C'est quand même super pratique et c'est gratuit donc on va pas se priver. Au niveau des phases de réécriture, parce que je sais que j'en ai pas forcément trop parlé, mais il faut savoir qu'il y a eu plusieurs réécritures qui ont été faites. Sur The Game Controller, il y en a eu une première, puisqu'en fait le premier tome avait déjà été terminé en 2024, mais du coup je l'ai complètement réécrit en 2025 avec le challenge. Après ça, il y a eu une seconde réécriture qui a suivi l'alpha lecture, et après l'alpha lecture, j'ai envoyé en bêta lecture. À la suite de cette bêta lecture, il y a eu une troisième réécriture.
Donc on a eu en tout 4 réécritures sur ce manuscrit, ce qui veut dire qu'il y a 5 versions théoriquement du texte, sans compter la correction. Donc voilà pour ça, il y a des auteurs-autrices qui aiment bien faire une réécriture sur le fond, une réécriture sur la forme, etc., etc. Moi je vous avoue que je suis aussi un petit peu de cette équipe-là, même si en fait quand je réécris, je réfléchis pas forcément à ce que je touche. Le but c'est toujours de rendre l'intrigue et l'histoire plus fluide, que ce soit au niveau du fond ou de la forme, mais j'avoue qu'en général, les premières réécritures sont beaucoup sur les personnages, les lieux, les descriptions, vraiment enrichir le texte, et les réécritures qui suivent sont beaucoup plus sur la forme, donc le rythme de mes phrases, etc., etc., même si je peux encore toucher au personnage à ce niveau-là. À savoir du coup que la dernière réécriture qui a été faite sur ce roman-ci, elle a été faite en 48 heures, tout simplement parce que ma bêta lectrice, donc Charlotte du compte Je vous lis sur Instagram, m'avait vraiment rendu en fait son rapport de bêta lecture avec un tableau, une prise de notes super claire, et du coup j'avais pas forcément besoin de repasser sur tout le texte en entier, comme je l'avais déjà retravaillé pas mal de fois auparavant. Et c'est ça qui m'a permis de faire une réécriture qui globalement a été très intense, parce que ce qu'on voyait pas, c'est que pendant les 48 heures, c'était 10 heures par jour, donc je pense que je l'ai fait en 20 heures cumulées. Mais voilà, c'est ce qui m'a aussi aidé au niveau de la réécriture à faire un travail propre sur la dernière, parce que globalement, quand vous passez trop de fois sur un manuscrit, du moins pour moi, il perd de ses saveurs, il perd de son impact, et du coup, ça donne une fausse image de votre texte, parce que le lecteur qui va le découvrir pour la première fois, il n'aura pas du tout les mêmes sensations que vous qui l'avez déjà lu 5, 15, 20 fois. Donc voilà, c'est pour ça aussi que j'évite de faire trop de réécriture, parce que sinon après on perd justement cette saveur que moi j'aime bien mettre lors de mes premiers jets. Alors certes, je garde pas toujours tout, mais j'ai du mal à retravailler énormément de fois un même texte, parce que je considère que s'il y a besoin de le retravailler 10 fois, autant le réécrire et remanier l'histoire de base, mon premier jet, pour pouvoir justement avoir un résultat qui va plus me plaire et qui aura moins de travail derrière. Mais ça, encore une fois, ce n'est que mes habitudes d'écriture et ça dépend vraiment des auteurs-autrices. Et également, dans la lignée des réécritures, il y a le tome 2 qui a été réécrit en 2 semaines grâce au Motriarcat. Le Motriarcat, qu'est-ce que c'est ? C'est un challenge d'écriture étalé sur, du coup, 2 semaines, comme je vous l'ai dit, qui est organisé par Olivia Gomez, où des équipes sont formées et en gros, le but, c'est d'avoir un objectif de nombre de mots et d'atteindre cet objectif sur les 2 semaines, voire de le dépasser. Je vous refais pas le pitch en entier parce que j'en ai déjà énormément parlé sur mes réseaux sociaux. Le tout, c'est que le 2e tome du coup a été réécrit. C'était cette fois-ci, je crois, la 2e réécriture, donc une réécriture qui était quand même beaucoup plus fournie, beaucoup plus dans les profondeurs. C'était pas comme la dernière réécriture du tome 1, mais j'ai réussi à la faire en 2 semaines. Voilà, ça a été encore une fois 2 semaines très intenses, mais comme quoi, parfois la réécriture, on voit souvent ce truc un petit peu effrayant qui prend des semaines, voire des mois. Bah pas forcément. Voilà, votre réécriture, elle peut se faire assez fluidement. Moi, je sais que je suis du genre à, quand je réécris, j'ai besoin d'être dans le texte, d'être immergée, et en fait de faire ça sur un sprint, donc c'est-à-dire d'écrire vraiment sur une période courte, mais très intense. Encore une fois, ça dépend des gens. Moi, je vous partage juste mon expérience. Au niveau de l'alpha lecture, donc de The Game Controller et des 2 tomes qui suivent, c'est Poki qui a tout lu. Donc Poki, c'est une alpha lectrice que j'ai recrutée au début de mon challenge en 2025, et du coup elle a lu les 3 tomes, elle a pu me faire les retours, et globalement elle m'accompagne sur toute la trilogie, sur tout ce qui est même remaniement du texte, les choses que j'ai envie de garder, de changer, etc. Donc voilà, cœur sur Poki, parce que je pense que sans elle, la trilogie ne serait absolument pas ce qu'elle est aujourd'hui. Et en parlant d'alpha lecture, je vous conseille vraiment d'avoir au moins une alpha lectrice ou un alpha lecteur qui vous suit sur vos projets d'écriture, tout simplement parce que, du moins pour moi, encore une fois, c'est un moyen aussi de me motiver que d'avoir des retours en temps réel, puisque c'est un peu comme si j'avais des comptes à rendre finalement. Le fait d'avoir quelqu'un qui attend la suite de mon histoire, ça me motive à l'écrire. Maintenant, tout le monde n'aime pas ça, tout le monde n'aime pas forcément montrer le premier jet, la première version d'un texte à une personne. Moi, je sais qu'avec Poki, la confiance s'est bâtie au fil des mois, et maintenant j'ai aucun problème à lui montrer même les brouillons les plus désastreux et chaotiques que j'ai jamais pondus. Mais voilà, ça dépend vraiment de vous, et si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de montrer votre premier jet, je vous conseille d'avoir au moins une alpha lecture sur la 2e version du texte que vous avez réécrit. Ensuite, on continue dans les étapes un petit peu du roman. Donc tout le travail édito, du moins ce que personnellement j'appelle travail édito, c'est tout ce qui va regrouper la correction, la relecture finale, etc., etc. Je l'ai fait avec Charlotte du compte Je vous lis, je vous en parlais tout à l'heure. Donc elle a fait une bêta lecture qui a été suivie, comme je vous le disais, d'une réécriture, une correction qui a été suivie encore une fois d'une réécriture, et une relecture finale qui a été suivie de derniers ajustements, parce qu'en fait sur la relecture ça a montré quelques petites faiblesses et
quelques petits couacs au niveau notamment de mots qui manquaient parce que sur la dernière réécriture, je sais pas ce qui s'est passé. Honnêtement, je pense que ça a pas coulé. Et en fait, après la réécriture qui a suivi la correction, j'ai voulu couler le texte pour avoir un premier exemplaire, pour me faire une idée de la taille du livre, etc. Donc à la relecture, on a eu encore quelques petits ajustements à faire. Globalement, c'est assez classique, mais voilà, je vous le notifie quand même. Et le travail édito, la correction, la relecture, vraiment, ne vous passez pas de ces étapes-là. N'essayez pas de faire plus vite, n'essayez pas de griller les étapes, parce que chaque étape a son importance et chaque étape va vous montrer des petits défauts à améliorer sur votre texte. Le but, à la fin, c'est pas forcément d'avoir un texte parfait. Mon texte n'est pas parfait. Il y a peut-être encore des fautes, il y a peut-être encore des coquilles, je ne sais pas honnêtement, mais le but c'est vraiment d'aller lisser un maximum ce que vous avez écrit, même s'il reste des choses, même si évidemment qu'un texte ne sera jamais parfait, du moins à mon sens, un texte ne peut pas être parfait, c'est impossible. Il peut être aussi bon techniquement qu'il le veut, il ne le sera jamais. Bref, le tout c'est ne grillez pas les étapes. Ne grillez pas l'étape de l'alpha lecture, ne grillez pas l'étape de la bêta lecture, ne grillez pas l'étape de la correction et ne grillez pas l'étape de la relecture. Vraiment, prenez le temps de faire chacune de ces étapes. Vraiment, le conseil que je pourrais vous donner, c'est prenez votre temps. Faites aussi selon votre rythme. Ne cherchez pas à aller plus vite que la lumière. Et voilà, trouvez les méthodes qui fonctionnent pour vous sur chacune de ces étapes et explorez les différentes options que vous avez à disposition. Quand on écrit un premier livre, toutes ces étapes, elles peuvent paraître très longues, très lourdes, mais en fait, quand on les explore, on se rend compte qu'il y a des choses qui nous facilitent la vie, il y a des choses qu'on aime plutôt bien faire, et tout ça, ça va alléger le processus, mais n'ayez pas peur, lorsque vous écrivez votre premier roman, de passer par toutes ces étapes, parce que je vous assure qu'elles ont toutes un intérêt différent, et elles vont toutes vous aider ensuite à écrire vos prochains livres, puisqu'elles vont vous montrer un petit peu vos forces et faiblesses au niveau de votre plume, autant dans le fond que la forme. Après ça, on a un texte qui est propre, clean, corrigé, relu. On fait la mise en page. La mise en page, je l'ai faite avec la graphiste illustratrice qui s'est occupée de la couverture, donc Cassandra de Cara Studio Graphique. Vous pouvez retrouver son arrobase derrière sur la couverture et également dans les mentions légales du livre. Au niveau de la mise en page du livre, il y a déjà les choix typographiques à faire. Donc par exemple, tous les titres d'en-tête, donc mention légale, note de l'autrice, etc. sont de la même typographie que le titre sur la couverture. C'est important qu'il y ait une cohérence globale avec l'objet livre, même si pour vous ça peut paraître des détails, c'est assez important aux yeux des lecteurs et quand c'est mal fait, ça se voit. Pareil pour le prologue, chapitre 1, etc., etc. C'est toujours la même typographie. Également, vous le voyez ici, il y a des en-têtes de chapitres qui changent selon le point de vue, puisqu'on explore le point de vue de deux personnages, donc à chaque personnage son en-tête de chapitre. Je trouve que c'est assez cool, ça permet d'immerger un petit peu plus. Et d'ailleurs, comme vous pouvez voir, je fais juste une aparté. Si vous prévoyez un jaspage, ne faites pas des en-têtes qui vont dépasser, qui vont aller jusqu'au bout de la page. Voilà, je vous le dis, je vous préviens, parce que sinon, en fait, au niveau de la tranche, vous allez avoir des petites rayures et en fait, votre imprimeur va peut-être vous le dire ou pas, mais ça risque de gâcher le design de votre jaspage. Donc, faites attention. Avec Cassandra, nous, on a décidé de partir sur un petit dégradé qui permet en fait d'avoir un jaspage propre et des en-têtes tout de même, sans pour autant avoir une coupure nette qui aurait été, je trouve, moins esthétique. Pour continuer dans la mise en page, on a également fait un choix assez immersif. Donc, comme vous le voyez ici, les messages sont immersif, c'est-à-dire qu'en fait on a une typographie qui change avec les bulles de messages qui s'envoient et se répondent. Donc ça pareil, c'est des petits détails auxquels on peut penser quand vous allez faire votre mise en page ou quand vous allez faire appel à quelqu'un pour la faire. Et il y a également plein de petits détails, notamment la playlist qu'on a intégrée au début du livre. Alors certains aiment, d'autres n'aiment pas. Moi j'aime beaucoup les playlists parce qu'en fait ça permet à mon sens de découvrir un peu plus la personnalité des personnages via un autre biais que des illustrations. Également, à l'intérieur, du coup, il y a des petits pictogrammes. Il y en a 3. Donc, il y en a 2 pour les ellipses, les changements de scène. Donc, un pour le protagoniste et un autre pour la protagoniste. Encore une fois, ça, c'est de l'attention aux détails. Vous pouvez très bien avoir le même pictogramme pour le changement de scène. Moi, personnellement, c'est juste que j'aimais bien l'idée d'avoir 2 pictogrammes différents qui, en plus, sont en lien avec les personnages. Et également, une chose que j'ai faite et que beaucoup de personnes ont apprécié, c'est le petit pictogramme pour annoncer
les scènes de spicy. Donc les scènes un petit peu explicites, les scènes de relations corporelles, disons. Ce pictogramme, je l'ai trouvé dans une banque de pictos, voilà, pour répondre à la question qui m'a souvent été posée. Et c'est une manière pour moi de rendre ce livre accessible aux lecteurs qui aiment le spice et aux lecteurs qui n'aiment pas le spice. Parce que je sais qu'il y a certaines lectrices qui n'aiment pas les scènes explicites, qui trouvent ça too much, que ça gêne ou qui tout simplement ne veulent pas lire ce genre de choses. Et ben écoutez, pas de souci, quand vous tombez sur un pictogramme dans ce style-là, vous pouvez juste tourner les pages jusqu'à atterrir sur un deuxième picto ou sur le début d'un nouveau chapitre. C'est un petit détail qui, pour le coup, a été très apprécié par beaucoup de lectrices. Donc vraiment ça, si vous avez l'occasion de le faire, si vous écrivez des scènes de spicy, je vous conseille de le mettre en place parce que c'est juste rendre accessible un livre à d'autres personnes. Également, au niveau des détails, on a une liste de trigger warning au début du livre, même si ça reste une romance universitaire très feel good. C'était important pour moi de mettre quand même un petit truc pour dire, il y a des 3 mentions, il y a des scènes qui peuvent être un petit peu gênantes pour certaines personnes, qui peuvent trigger, donc les trigger warnings hyper importants à mettre au début de votre livre si vous abordez des sujets qui peuvent potentiellement heurter la sensibilité de certains lecteurs. Et également, au niveau des mentions légales, il faut savoir qu'il y a le premier pavé qui est globalement assez classique, donc tout droit de reproduction, d'adaptation, de traduction est impossible, blablabla. Donc bref, en gros le texte pour dire ce livre m'appartient et vous pouvez pas le copier. Et j'ai également ajouté une petite clause au niveau de l'IA générative. Pour moi, c'était hyper important de le mettre à l'intérieur. Ce livre ne peut être reproduit ni utilisé à des fins d'entraînement de systèmes d'intelligence artificielle. La fouille des textes et des données est interdite conformément à l'article 4 alinéa 3 de la directive 2019-790. Bref, j'ai mis une mention pour éviter que mon texte se retrouve dans des IA, ce qui veut dire que si quelqu'un le pompe et le met dans une IA, il est passible de poursuite. Voilà. Et j'ai également ajouté à ça une autre mention. Aucune intelligence artificielle générative n'a été utilisée pour l'écriture ou la conception de cet ouvrage, puisque tout a été fait avec des humains, et les humains sont crédités juste à la suite de ça, donc tout ce qui est couverture, mise en page, illustration intérieure, pictogramme intérieur, blablabla. Bref, vous l'avez compris, toutes les mentions légales, c'est hyper important d'y réfléchir en amont et je vous conseille vraiment de faire quelque chose de complet à ce niveau-là parce que c'est votre bouclier pour éviter de vous faire péter votre texte, soit par un humain, soit par une IA. Voilà, faites attention et créditez bien vos artistes. Le seul petit manquement que j'ai eu au niveau de la mise en page et du contenu du livre, ça a été la petite page de fin pour dire retrouvez-moi sur tel ou tel réseau, machin, et la biographie de l'auteur. C'est le seul truc que j'ai pas mis, je vous avoue que j'y ai juste pas pensé. C'est carrément un oubli de ma part. Après, c'est mon premier livre, donc c'est pas non plus la mort. Mais effectivement, j'aurais pu mettre 2-3 petites pages en plus, genre The Game Master, donc le tome 2 à venir en tatata, pour retrouver l'autrice, aller sur tatata, bref. Donc ça, je vous invite également à y penser en amont, parce que sinon vous faites comme moi et vous l'oubliez. Voilà donc pour le contenu du livre, et une dernière petite chose au niveau du coup de cette partie-ci. Une fois que le contenu du livre était déterminé, alors pas forcément après la relecture finale, mais que voilà, l'histoire était entre guillemets établie, vous pouvez faire ce qu'on appelle une fiche presse. Donc c'est un document professionnel préparé en amont avec le résumé, les tropes, les trigger warnings et les informations pratiques, donc où acheter le livre, sur quel site, etc. Et en gros, cette fiche presse, vous allez pouvoir ensuite la mettre de côté pour tout ce qui va être service de presse ou encore démarchage auprès de librairies pour faire du dépôt-vente. Voilà, donc la fiche presse, c'est vraiment un truc que je vous conseille de faire une fois que votre contenu est à peu près finalisé pour tout simplement l'avoir ensuite de côté et faire votre communication et votre promotion de la manière la plus optimale possible. Voilà donc pour cette première partie de vidéo sur le livre. Maintenant, on passe directement à l'équipe. Je vous le disais en début de vidéo, mais The Game Controller, ce n'est pas mon premier livre en auto-édition. J'ai déjà auto-édité 4 livres de romans jeunesse et de recueils de poèmes que j'ai auto-édité seule. Et la raison pour laquelle je n'ai pas voulu refaire la même chose, c'est simplement parce que un livre, à mon sens, ça ne s'auto-édite pas tout seul. Pour moi, j'ai fait l'expérience et très honnêtement, il n'y a pas à dire, pour éditer un livre de qualité, il faut s'entourer de professionnels. Voilà, parce que en tant qu'auteur ou autrice, on est là pour écrire, mais on n'est pas forcément formé dans tout le reste. Personnellement, je ne suis pas formée à la mise en page, je ne suis pas formée à la correction, etc. Et même si je l'étais travaillé sur son propre texte, ça nous met face à beaucoup de biais, et c'est beaucoup plus compliqué que de travailler sur le texte de quelqu'un d'autre avec un regard neuf. Bref, ceci étant dit, du coup, pour moi, chaque poste mérite des compétences spécifiques, et du coup, je vais vous présenter l'équipe qui a travaillé avec moi sur The Game Controller. On les a déjà évoqués, mais
je vous refais le petit listing. Donc on a Poki qui est mon alpha lectrice et amie, qui lit du coup tout ce que j'écris, qui me fait un retour sur les personnages, le texte, le fond, la forme, l'intrigue, etc., etc. C'est clairement la première personne qui voit tout ce qui sort de ma petite tête. Ensuite, on a du coup Charlotte qui est bêta lectrice, correctrice et relectrice professionnelle. Donc c'est elle qui m'a accompagnée sur tout le travail éditorial dont on a parlé plus tôt. Ensuite on a Cassandra, donc Cassandra de Cara Studio Graphique, c'est une illustratrice et graphiste qui a réalisé la couverture, l'overlay qui a été distribué dans les versions collector de la campagne Ulule et d'autres éléments visuels pour la campagne, donc c'est elle qui a réalisé les personnages, le fond et également d'autres illustrations en rapport avec la trilogie. Ensuite, on a Wyrney qui est illustratrice et qui a fait les 2 pages de garde que l'on retrouve dans la version collector et qui sont également inclus dans la version brochée sous format d'illustration en double page en noir et blanc. Voilà, pour moi ça me paraissait un petit peu dommage de ne pas mettre ces illustrations-là dans la version brochée, même si c'est une version brochée qui du coup coûte moins cher. Moi en soi ça me coûte pas moins cher de vous mettre les illustrations à partir du moment où elles sont faites, que je les ai payées, pourquoi ne pas les y réutiliser. Et enfin, au niveau de l'équipe, et celle-ci je vous en ai pas parlé, mais il y a également Kylian qui a collaboré avec moi pour les goodies et du merch exclusif lié à la campagne Ulule. Donc notamment Kylian, elle a une petite boutique de papeterie et d'accessoires un petit peu littéraires on va dire. Et du coup elle a réalisé des porte-clés qui ont été mis en add-on au niveau de la campagne Ulule. Donc des petits porte-clés exclusifs qu'on a fait ensemble. On a choisi les breloques, on a choisi la boucle, les perles, etc. etc. Et du coup c'est voilà, une petite collaboration que j'ai mis en place. Pour la campagne Ulule, je vais pas vous mentir, j'ai eu pas mal de propositions de collaboration avec des petites boutiques, donc que ce soit des bougies, des décorations de bibliothèque, des bijoux, etc., etc. Mais j'avais vraiment envie de garder quand même une certaine simplicité au niveau des add-ons. Maintenant, voilà, c'est un truc que vous pouvez envisager, notamment si vous avez un bijou qui, dans votre livre, est très très important. Vous pouvez complètement envisager de faire une collaboration avec un ou une créatrice et du coup d'avoir ce bijou fait spécialement pour votre campagne. Voilà pour ça. Comment est-ce que du coup j'ai trouvé ces personnes? C'est principalement les réseaux sociaux, le bouche à oreille et la communauté d'auteurs. Voilà, je saurais pas vous dire plus. Cassandra, je l'ai trouvée sur les réseaux sociaux. Charlotte, c'était du bouche à oreille. Wyrney, je la connaissais déjà. Kylian, je la connaissais également déjà. Et honnêtement, j'ai eu de la chance parce que toutes les personnes que j'ai engagée avec moi, donc toute cette équipe a été vraiment exceptionnelle tout du long du projet et vraiment, je ne peux que vous conseiller d'aller travailler avec elle pour vos propres manuscrits. Mais si vous avez quand même envie d'explorer d'autres possibilités, je vous conseille grandement de regarder la plateforme Talent du Livre. Talent du Livre, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme qui regroupe les prestataires du milieu de l'édition, donc que ce soit l'édition indépendante ou l'édition en maison traditionnelle. Donc vous avez plein de prestataires différents, je suis moi-même prestataire sur la plateforme, et donc vous allez pouvoir regarder un petit peu les personnes qui travaillent dans les genres que vous écrivez. Par exemple, un illustrateur qui serait spécialisé en thriller, il va pouvoir mieux vous aider qu'une illustratrice qui serait beaucoup plus dans de la fantasy ou de la romance. C'est une plateforme qui est super sympa et très complète, qui permet de faire les devis et les paiements tout en sécurisé, qui vous permet de regrouper également une messagerie et tous vos fichiers dessus, de gérer votre projet livre, etc., etc. C'est très très complet et je vous invite vraiment à aller explorer ça si vous avez pour projet de vous lancer dans l'auto-édition ou même de tout simplement faire appel à des prestataires pour votre roman avant de le soumettre en maison traditionnelle. Ceci étant dit, passons au prochain point que je me suis noté, donc les prix et les délais. Il faut savoir que quand vous parlez avec un artiste, parfois il y a une file d'attente, donc il faut y faire attention. Les prix en général, c'est une grille tarifaire et vous pouvez demander à avoir un devis personnalisé selon ce que vous voulez. Pensez bien à échanger grandement en amont, c'est-à-dire que par exemple avec Cassandra pour la couverture, on a fait pas mal de petites visios pour vraiment s'entendre sur ce qu'on voulait et le rendu qu'on allait avoir. N'hésitez pas à demander des croquis, des propals, etc., etc. Et surtout, respectez les artistes. Payez-les dans un délai convenable. N'attendez pas 3 mois après la sortie de votre livre pour payer une artiste qui a travaillé avec vous. Personnellement, j'ai une éthique de travail là-dessus qui est absolument rigide. C'est-à-dire que je paye mes prestataires quasiment dans l'heure où ils m'envoient le devis ou la facture parce que c'est juste logique pour moi de faire comme ça. Maintenant voilà, vraiment, si vous engagez un prestataire, vérifiez que vous allez avoir les fonds dans les temps et que vous allez pouvoir le ou la payer directement parce que moi-même étant prestataire, c'est vraiment chiant quand on doit relancer pour avoir l'argent qui nous a été promis et voilà. Bref, c'était la petite parenthèse, payez vos prestataires, payez-les convenablement et payez-les tout de suite. La question du contrat, est-ce qu'il en faut un, sous quelle forme?
Quand vous faites appel à un prestataire qui est professionnel, vous allez avoir un devis. Donc un devis, c'est une promesse entre guillemets de vente que vous allez signer, donc avec le détail de ce qui va être effectué. Par exemple pour Cassandra, la couverture, il y avait le détail de ce qui allait être dessiné, etc., etc. Le fait que ça allait être du coup une couverture complète avec le dos et la 4e de couverture, qu'il y allait aussi avoir la version e-book, bla bla bla. Bref, le devis doit être le plus complet possible pour éviter qu'il y ait des zones de flou de votre côté ou du côté du prestataire. Ensuite, une fois que vous allez avoir payé le prestataire avant la livraison des fichiers, théoriquement, vous allez recevoir une facture. Pareil, la facture c'est important, vous la gardez, vous la mettez de côté. Et attention par contre au paiement par PayPal en mode entre proches. Je vous le dis parce que le mode entre proches, en fait, il n'y a aucune sécurité, que ce soit pour vous ou pour le prestataire. Donc faites gaffe, si vous vous faites arnaquer et que vous avez payé par le PayPal entre proches, vous allez galérer à retrouver votre argent. Voilà, ça c'était juste la petite parenthèse. Il y a des personnes qui l'utilisent et qui sont très droites, mais dans le doute, passez par le PayPal Pro, il y a une petite commission en plus, donc vous allez payer un petit peu plus cher, mais au moins vous êtes protégé et le prestataire est protégé également. Et enfin, dernier point pour cette partie autour de l'équipe, il y avait la possibilité de faire appel à d'autres artistes selon les paliers débloqués pendant la campagne. Par exemple pour l'overlay, j'aurais pu faire appel à une autre artiste, mais personnellement j'ai pas voulu parce que ça rajoute encore des échanges, ça rajoute encore du temps et de l'énergie à expliquer le projet. Et très honnêtement, Wyrney et Cassandra font déjà du taf absolument exceptionnel. Donc je vous avoue que quand il y a eu le déblocage de l'overlay, j'ai pas réfléchi 1000 ans et j'ai tout de suite demandé à Cassandra. Voilà, passons maintenant sur la partie qui vous plaît le plus, le budget. Parlons argent, parlons tunas, parlons flouze, parlons blé. Et avant de parler d'argent, je vais quand même boire un coup parce que là, on entre dans le dur du dur et vous allez voir que les chiffres sont... Voilà. L'argent, donc. Je sais que vous attendez que je parle de combien j'ai dépensé, etc. Vous inquiétez pas, ça va venir très vite. Je pense que l'argent, c'est vraiment la partie dont tout le monde veut entendre parler, mais que personne ne montre dans le milieu, parce que c'est honnêtement une partie très stressante, devoir gérer un budget et aussi devoir dire, bah moi j'ai dépensé tant pour ça, tant pour ça, tant pour ça, etc., etc. C'est pas hyper naturel, et puis en France, il y a un tabou autour de l'argent. Moi aujourd'hui, je vous donne toutes les dépenses, tout ce que j'ai payé, vous vous débrouillez avec ça et basta, merci, au revoir. À savoir que évidemment tous les prix que je vais vous annoncer, c'est des prix qui sont vraiment dédiés à The Game Controller. Donc vous n'aurez pas forcément les mêmes prix si vous faites appel aux mêmes prestataires. Parfois les prestataires augmentent leurs prix, donc vous pourrez potentiellement payer plus cher. Bref, là je vous parle vraiment des prix que j'ai payés moi pour ce roman-là à l'année 2026 et un petit peu en 2025. Ça ne fait pas office de valeur fixe et potentiellement, oui, ce sont des prix qui ont changé entre-temps. Également, c'est des prix, surtout au niveau du travail édito, qui varient selon le nombre de mots de votre roman. Donc voilà, c'est vraiment à valeur indicative et c'est juste pour dire, moi j'ai payé tant, basta, c'est tout. Ça n'a aucune valeur de vérité absolue. C'était le petit disclaimer. On est parti, je vais vous annoncer la douloureuse. Pour tout ce qui est bêta lecture, correction et relecture, donc tout le travail éditorial, j'ai tout fait faire chez Charlotte et j'ai payé 970 €. Voilà, donc pour la bêta lecture, la correction et la relecture, ce qui est globalement assez bas au niveau, c'est une fourchette basse sur le marché parce qu'il faut savoir que la correction notamment, c'est quelque chose qui coûte assez cher parce que il y a beaucoup de travail en correction. Il faut vérifier la syntaxe, il faut vérifier l'orthographe, il faut vérifier la grammaire, bref. Donc ne vous attendez pas à payer moins de 1000 € pour une correction complète de votre roman parce que ça n'arrivera probablement pas. Prévoyez quand même un certain budget pour tout le travail édito parce que c'est clairement, je pense, un des plus gros postes de dépenses avec tout ce qui est couverture. Et justement, allons-y. La couverture donc que j'ai faite par Cassandra, elle m'a coûté 390 €, sachant que du coup c'est une couverture qui est illustrée. Donc j'ai payé l'illustration et j'ai payé le travail graphique avec le titre et la maquette complète. Voilà, c'est à savoir si vous faites par exemple une composition graphique, ça risque de vous coûter moins cher. Ceci dit, une bonne couverture, il faut compter entre 300 et 400 € pour avoir vraiment un rendu de qualité avec une personne qui fait du bon travail. En général, c'est ces prix-là. Pour les pages de garde, donc il y en a 2 au début et à la fin, je vous les ai déjà montrées et j'ai payé 400 €, soit 200 € chacune, à savoir que c'était dans le cadre aussi d'une opération avec Wyrney où on a fait entre guillemets un petit peu du troc et du coup en échange elle m'a fait une remise. Donc vous ne paierez clairement pas la même chose si vous voulez une illustration avec 2 personnages chez elle. Il y a très peu de chances que vous payiez le même prix, je vais pas vous mentir. Voilà, c'était dans un cadre particulier. Ensuite, au niveau des postes de dépenses à prévoir, il y a l'ISBN. L'ISBN, si c'est la première fois que vous le prenez, vous allez payer 44,40 €
pour le délai le plus long, entre guillemets, et pour 3 ISBN. Après ça, il faudra en recommander et ça coûte, je crois, une trentaine d'euros. Donc voilà, à prévoir. La mise en page, pareil, je l'ai fait faire chez Cassandra. J'ai payé 120 euros pour la mise en page reliée et brochée. À savoir que c'était 2 mises en page qui étaient, entre guillemets, différentes parce que du coup, le broché est sorti chez KDP, donc sur Amazon, et le relié est sorti via un imprimeur. Donc, ce qui a été fait, c'est qu'on a commencé par faire la version, je crois, Amazon, puisque c'était la plus grande, et après, on est passé sur la version imprimeur, ou l'inverse. Bref, ceci dit, j'ai payé 120 euros du coup pour la mise en page des formats physiques, et j'ai payé 60 euros pour la mise en page e-book. Ensuite, au niveau de l'impression, et là les gars, c'est là qu'on entre dans le vif du sujet, comme on dit. Pour 416 reliés, à savoir que j'en avais commandé 400, mais qu'il y a 16 exemplaires supplémentaires pour ce qu'on appelle le surtirage. Donc en gros, je crois que c'est ce qu'il faut pour remplir la palette et éviter que ça se casse la gueule. Je sais pas ce que c'est le surtirage, honnêtement, je me suis pas renseignée. Tout ce que je sais, c'est que j'ai été livrée de 416 exemplaires et j'ai payé 3800 euros. Soit 9,50 € par livre. Donc ça veut dire que le livre se vend 24 euros. Sur les 24 euros, il y a déjà 9,50 € qui partent en remboursement de l'impression. Voilà. Et pour le brochet, vu que je passe par Amazon, je paye 6,31 € par livre. À savoir qu'il me semble que ça a diminué un petit peu, je crois que je dois être aux alentours des 5 €, tout simplement parce que j'ai changé le papier pour un papier éco quelque chose, une nouvelle version sur KDP. Donc ça a un petit peu diminué. Donc voilà, le brochet sur les 19 € auxquels il est payé, je prends 5 €. On va dire 6 € pour l'impression, à savoir qu'après il y a tout ce qui est taxes, URSSAF, TVA, blablabla. Bla bla bla. Donc tout ne va pas ensuite dans ma poche. Parce qu'après il y a aussi tout ce qui est l'envoi, les colis, les emballages, etc. Bref, voilà pour ça. Au niveau des goodies, pour les marque-pages et sets d'illustration A6, pour 500 marque-pages, donc le design était déjà payé puisque c'était le même design que la couverture, j'ai payé 32,28 € et pour les 6 illustrations, donc chaque illustration en 500 exemplaires, ce sont du coup les illustrations que j'ai faites moi-même, donc j'ai pas eu de coût au niveau de la réalisation de l'illustration en elle-même. J'ai payé 25,49 € par paquet, donc x 5, ça fait 152,94 € hors TVA. Voilà, donc vous ajoutez à ça la TVA, je crois qu'en tout, j'ai dû payer un truc comme 230 € pour marque-page et illustration du coup, en format A6. Et pour ceux qui me demandaient, je les ai fait faire sur le modèle de carte postale. Voilà, comme ça le papier était un peu plus rigide, c'était un peu mieux que de faire des flyers. Les coins d'olive, ça m'a également été demandé, donc j'en ai commandé 1600 parce que 4 par relié, j'ai un stock du coup de 416 livres, donc il en manquera, mais c'est pas très grave, les 16 qui manquent, on fera comme si. Je suis passée par un grossiste que j'ai trouvé sur Alibaba et j'ai payé du coup 75,1 € hors livraison, sachant que sur Alibaba ce qui coûte le plus cher c'est la livraison parce que évidemment ce n'est pas fait en Europe, donc vous pouvez rajouter je pense au moins 20 balles de livraison minimum. Pour les plaquettes de post-it, pareil, je suis passée sur un grossiste sur Alibaba, c'est des grossistes qui en fait vous proposent des plaquettes, alors soit vous prenez en aléatoire et vous avez plein de couleurs différentes, soit vous en prenez qu'un modèle, donc moi j'ai pris ce modèle-ci qui match le mieux avec mes livres. J'ai payé pour 200 plaquettes 55,74 € hors livraison encore une fois, à savoir que le colis a été perdu, donc que j'ai été remboursée une première fois, mais que la livraison ne m'a pas été remboursée, donc j'ai repayé 20 balles de livraison, donc dans l'affaire en fait j'ai perdu je crois 20 balles, voilà. Ensuite également, au niveau des coins de livres, j'ai commandé des petits sachets en organza sur un grossiste sur Alibaba. J'en ai pris 200, j'en ai eu pour 13,08 € sans livraison encore une fois. C'était pour mettre dans les contreparties Ulule, je trouvais ça plus sympa que de juste vous mettre les coins de livres comme ça dans le colis. Et au-delà de ça, de toute manière, j'allais pas m'amuser à mettre les coins de livres sur les 400 livres. Voilà. Ensuite, on passe à un autre goodies qui est le poster que je n'ai pas avec moi puisque je ne l'ai pas reçu au moment où je tourne la vidéo. Le poster du coup qui est composé de 3 illustrations, je vous mettrai un visuel à l'écran. C'est 3 illustrations que j'ai commandées chez Cassandra. Chacune m'a coûté 320 €. La composition globale, donc la mise en page entre guillemets du poster avec les raccords etc. m'a coûté 60 €. Donc on est sur un total de 1020 € pour ce poster. Voilà. Je vous avoue que ça a été un caprice de ma part.
Je l'ai pris en connaissance de cause parce que j'avais de l'argent sur ma micro-entreprise, mais je vous avoue que ça a été un poste de dépense qui aurait pu sauter, ça m'aurait économisé 1000 balles, mais c'est des illustrations du coup qui me servent également sur les overlays, donc je vous en parle juste après, et en plus c'est des illustrations que je vais récupérer ensuite dans le futur pour faire la promotion, bref, en soi c'est rentable. Et donc pour le poster, je fais imprimer chez Vistaprint pour 20 unités, j'en ai pour 39,59€, encore une fois, hors TVA. Ensuite pour l'overlay, le design du coup comme je vous l'ai dit, c'est le design du poster. Donc en soi, il est déjà payé. Et le papier que j'ai utilisé, il m'a coûté 80€ pour 100 feuilles, soit 200 overlays. À savoir qu'il faut ajouter à ça le prix de l'encre, qui est exorbitant. Je crois que pour une centaine d'overlays, j'ai utilisé 3 cartouches couleur. Faites le calcul encore une fois, c'est très cher. Donc je pense qu'on peut ajouter une centaine d'euros d'encre en plus, donc en tout 180€ pour les overlays. Et enfin les porte-clés du coup en collaboration, 8€ l'unité. Ensuite on passe à tout ce qui est logistique, donc colis, emballage, expédition. Les colis, j'ai pris un paquet de 200 colis pour 65,33€ via Amazon. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Après je dois encore commander des colis plus grands pour les packs all-in, puisque du coup il y a le poster notamment à mettre, il y a plus de goodies, etc. Donc ça ne rentrera probablement pas dans les colis que j'ai commandés. J'ai pas encore le prix parce que j'ai pas encore décidé quel type de carton j'allais prendre. Le papier bulle, j'en ai eu pour 40€ et 1 centime pour 50 cm par 100 mètres. Donc un très grand rouleau, c'est très largement suffisant pour une centaine de colis. Franchement, je pense que j'aurais même pu en faire quasi 200 si j'avais fait un petit peu plus attention. Et enfin, pour tout ce qui est expédition, j'ai dû dépenser 330€ pour les étiquettes via Mondial Relais et Colissimo, etc., etc. À savoir que les étiquettes, celles qui vont en Suisse, elles coûtent quasiment 20 balles. Donc voilà, vous pouvez retirer 60 balles puisque j'ai 3 personnes qui sont en Suisse qui m'ont commandé. Après tout le reste, si vous passez par Boxtail, et d'ailleurs je vous conseille de le faire, ça vous revient moins cher puisque un envoi basique via Mondial Relais, je crois que c'est 4,10€, alors que si vous allez sur Boxtail, en fait, ça vous revient moins cher parce qu'ils ont des contrats particuliers, bref, et vous allez payer, je crois, 3,40€ ou 3,50€ par envoi. C'est toujours ça de gagner, sur une centaine de colis, ça peut faire la différence. Et enfin, ajouté à tout ça, vous avez la commission Ulule, donc le pourcentage qui est prélevé sur les fonds que j'ai récoltés, sachant que ma campagne, du coup, elle a été terminée à 5 887€. Il y a 6,67% qui sont prélevés sans la TVA, soit 393,35€. Avec la TVA, on arrive à 472,1€. Et si on enlève ensuite l'URSSAF, sachant que je bénéficie de l'ACRE, donc au lieu de payer 12% d'URSSAF, je paye que 6% la première année sur la vente de marchandises. Je paye du coup 366€ d'URSSAF. Donc au final, si on additionne l'URSSAF plus la commission Ulule, on arrive à un total de 838€ qui m'ont été retirés. Donc on les enlève aux 5897€ et on arrive à 5058,99€. Voilà. Donc dites-vous que sur 6000€, j'en ai récupéré que 5000. Et encore que j'avais l'ACRE, etc. Et que, voilà, encore une fois, j'ai franchement été pas très mal lotie pour ce coup-là. Et enfin, en frais divers, donc notamment logiciel Adobe, etc. J'ai pas calculé, mais il faut se dire que j'ai un abonnement Adobe qui me coûte 25€ par mois. Voilà, ça c'est des trucs que je fais pas payer du côté de ma micro, je le paye avec mon salaire en alternance parce que c'est mes outils de travail, mais c'est aussi à prendre en compte. Enfin, comment est-ce que j'ai calculé le prix de chaque contrepartie pour que ça soit viable? J'ai mis le pack numérique à 5€ parce que l'e-book sera à 5€. J'ai pas cherché très très loin. Après ça, j'avais mis une contrepartie brochée à 25€ pour le brochet dédicacé et les goodies des paliers, mais c'est en fait une contrepartie qui globalement n'était pas rentable, puisqu'en fait, si j'avais gardé cette contrepartie, j'aurais dû imprimer le brochet via autre chose qu'Amazon, parce que j'allais pas proposer un livre sorti d'Amazon, ça n'avait aucun sens. Donc j'ai fini par la faire disparaître pour privilégier le pack relié à 35€, plus les goodies des paliers, sans compter livraison. Donc en gros, quand vous commandiez juste le relié, vous en aviez pour 40€. Donc voilà pour le pack qui a été le plus pris, du coup c'était le pack avec le relié seul. Et également j'ai mis en place un pack à 70€ avec le relié plus tous les add-ons, donc poster, porte-clés et set d'illustration. C'est un pack quand même qui a pas trop mal marché parce que du coup ça mettait tous les add-ons, c'est sympa, etc. Mais j'ai quand même décidé de mettre à côté les add-ons en individuel, c'est-à-dire que si vous preniez le pack relié, vous pouvez décider de prendre que le set d'illustration, que le poster ou que le porte-clés. C'est pareil, c'est encore des trucs qui font un petit peu augmenter la note à la fin et c'est toujours des bénéfices que je peux engranger pour, vous l'aurez compris, pallier à d'autres postes de dépenses. L'objectif de base de ma campagne Ulule, il était à 2500€, sachant que je l'ai abaissé à 2000€ car j'ai accepté de ne pas récupérer les frais d'édition que j'ai dépensés sur le tome 1. Donc en gros, tout ce qui était travail éditorial, couverture,
j'ai tout simplement fait le deuil de l'argent que j'ai investi et je me suis dit, j'ai pas envie de faire une campagne nulle juste pour sortir un relié sans page de garde, sans truc à l'intérieur. Je trouve ça pas forcément hyper intéressant. Donc, je me suis dit que j'allais faire l'impasse sur le remboursement des frais d'édition pour tout simplement avoir un beau relié collector dès les 3000 €. Donc, sachant ça, quelle est la marge réelle, donc ce qui reste après toutes les dépenses? Est-ce que j'ai gagné de l'argent? Est-ce que j'en ai perdu? Nous allons le savoir tout de suite. Si on retire les grands colis et du coup les frais édito, donc correction, couverture, page de garde, affiches et également tout ce qui est les galères, donc genre les post-it que j'ai commandés 2 fois, blablabla, on arrive au résultat de 367,95 €. Voilà. Donc théoriquement, c'est ce que j'ai gagné avec la campagne Ulule. Sauf que si on ajoute tout ce que je vous ai dit, donc les frais édito, l'affiche, les pages de garde, les galères, voilà, tout ça, on est à moins 2636,45 €. Sachant que j'ai pas compté les colis parce que du coup, encore une fois, les grands colis, je ne sais pas combien ça va me coûter. Sauf que, à savoir que je n'ai vendu que 130 livres sur 416. Donc il reste derrière moi en valeur marchande 6864 €. Si on enlève à ces 6864 € les moins 2636 € de travail édito, d'affiches, etc., il me reste théoriquement en valeur 4227,55 € de bénéfices une fois que j'aurai écoulé le stock. Si je l'écoule. Donc là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que clairement, j'ai fait un pari sur le fait que j'allais écouler le stock de livres derrière moi. Voilà. C'est pas un truc que je vous conseille de faire. Moi, je l'ai fait parce que j'ai la capacité, j'ai l'argent pour le faire et je pense qu'ils vont bien finir par partir. Parce que clairement j'ai de la demande, j'en ai 300 à écouler, j'ai des événements qui sont prévus, donc ils vont finir par retrouver une maison. Mais c'est pas un truc que je vous conseille de faire, surtout si vous n'avez pas une communication qui est déjà en place, si vous n'avez pas des événements prévus, si vous n'avez pas une certaine conjoncture de situation qui est favorable à ce risque-là. Moi j'ai décidé de prendre le risque parce que encore une fois je peux le faire, mais c'est vraiment pas ce que je recommande aux personnes qui se lancent dans l'auto-édition. Vaut mieux prévoir un stock plus petit, vaut mieux faire du print on demand, donc de l'impression à la demande, passer par des plateformes comme KDP, plutôt que de faire ce que j'ai fait. Mais j'ai fait un pari, sachant qu'il y a encore 2 tomes à venir et que les 2 tomes du coup auront leur campagne de financement. Ce stock va me permettre de tout simplement mettre le tome 1 sur la campagne notamment du 2 et du coup d'écouler ce stock-là via la campagne du 2, via la campagne du 3, etc. S'il en reste, je pourrais toujours proposer du coup la trilogie en collector et s'il en reste pas, et voilà. Ce sera écoulé, donc j'aurai récupéré 4000 € en tout sur ma mise de base, ce qui est franchement pas dégueu. Encore une fois, c'est un risque à prendre, mais je vous encourage vraiment pas à le faire si vous n'avez pas les moyens d'assumer ça derrière. À savoir, et je repasse très rapidement du coup sur les paliers de la campagne Ulule, j'avais mis un palier à 300%, donc à 6000 € pour financer tout ce qui était l'édito du tome 2, donc bêta lecture, correction, blablabla, et il a été atteint quasi, on était à 100 €, donc c'est pas ça qui va me manquer pour éditer le tome 2. Donc en gros, en fait, j'ai fait l'impasse sur le remboursement des frais édito du tome 1 pour dire que l'argent que j'avais récupéré à ce niveau-là, c'était ce qui allait me permettre de réinvestir sur le tome 2. Voilà, donc en fait j'ai fait un roulement de fond si vous voulez, c'est un petit peu abstrait. Dites-vous que si j'avais pas décidé d'éditer le tome 2, théoriquement je serais arrivée à l'équilibre, théoriquement. Mais là, comme j'ai décidé d'éditer le tome 2 et que j'ai envie quand même de faire la campagne, etc., ça fait un roulement de fond, donc ça fait aussi que si j'écoule pas le stock, je suis en déficit. Voilà, et du coup, le fait d'avoir mis ce palier-là, ça veut dire que j'ai un remboursement partiel des coûts de l'édition du tome 2, avec ce concept de roulement de fond qui, en gros, sont le remboursement des tomes 1, mais du coup, je réinvestis sur le tome 2. Et les coûts édito ayant été sortis il y a longtemps, je les ai un peu sortis de l'équation. Voilà, je vais pas vous mentir, en fait, quand je paye des sommes assez hautes des mois à l'avance, en fait, pour moi, l'argent est déjà sorti, donc j'ai déjà fait, entre guillemets, la contrebalance avec d'autres revenus, donc voilà, c'est aussi pour ça que je me suis permis de le faire. Avant de terminer cette partie, du coup, sur tout l'aspect financier, je me permets de vous refaire un disclaimer. Tout l'argent que vous investissez dans un projet de livre, dans une micro-entreprise, peu importe où est-ce que vous l'investissez, c'est de l'argent que vous acceptez de perdre. Si vous n'êtes pas prêt à mettre 2000 € dans un livre, ne les mettez pas parce que vous n'êtes pas du tout sûr d'avoir le rendement que vous allez espérer, d'autant plus dans le monde de l'édition où tout de même, le rendement est compliqué, il faut bien gérer tous les posts, il faut bien gérer sa communication, il faut bien gérer sa promotion. Très peu d'auteurs et d'autrices vivent de leur plume aujourd'hui, même si en auto-édition, c'est entre guillemets plus atteignable facilement parce que du coup on récupère plus, mais on met aussi plus en jeu. Moi aujourd'hui, j'ai mis
des milliers d'euros en jeu parce que je peux le faire. Mais si vous ne pouvez pas le faire, si vous êtes short sur votre budget, si vous n'avez pas, entre guillemets, les épaules pour gérer la charge mentale que c'est que d'investir des milliers d'euros sur un projet sans savoir s'il va fonctionner, ne le faites pas. Passez sur un projet plus simple, passez sur quelque chose de plus petit, faites appel à des correcteurs et des bêta-lecteurs bénévoles, faites quelque chose de plus simple et ne vous mettez pas en difficulté pour ça si vous n'êtes pas prêt à perdre la mise que vous avez sortie de base. Voilà, c'était le petit disclaimer. Comme j'aime le dire, tout argent investi en bourse ou dans un projet est de l'argent qu'on est prêt à perdre. Voilà. Moi, j'étais prête à perdre ces milliers d'euros, ça m'aurait bien fait chier, mais j'étais prête à les perdre. Aujourd'hui, j'ai un stock de valeurs marchandes qui va me procurer des bénéfices sur le long terme parce que j'ai une grande conviction sur le fait que je vais réussir à les écouler, que je vais tout faire pour les écouler, que je vais faire de la promotion, etc., des événements. Mais voilà, il faut aussi être conscient des risques et si vous n'êtes pas prêt à perdre de l'argent, ne le faites pas. Parenthèse fermée, on va pouvoir passer à la partie 4 qui est la partie au sujet de la campagne Ulule de A à Z, donc toutes les étapes en fait par lesquelles je suis passée du coup pour mettre en place et démarrer cette campagne Ulule. La campagne Ulule, du coup, avant le lancement, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que j'ai préparé? Personnellement, j'ai fait toute la préparation de la page de la campagne pour que ce soit attractif, pour que ce soit beau, pour que ce soit du coup dans les couleurs de la couverture. Donc ça inclut tout ce qui est visuel, texte. J'ai fait également un trailer pour la trilogie que je pourrais réutiliser. Voilà, au niveau de ça, vraiment je vous invite à essayer de faire quelque chose d'assez esthétique parce que mine de rien, les gens aiment bien quand c'est bien beau, quand c'est bien fait, etc. Si vous faites un effort au niveau du visuel, il y a fort à parier que vous allez gagner quelques contributions ou tout du moins que vous allez paraître beaucoup plus attractif et beaucoup plus professionnel, même si voilà, c'est pas le métier de tout le monde. Je vous invite vraiment à vous inspirer des campagnes qui ont fonctionné. Moi personnellement, c'est ce que j'ai beaucoup fait. Je suis allée sur les pages de campagne qui avaient bien marché au niveau de l'auto-édition et j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait, pourquoi est-ce qu'ils faisaient comme ça, etc., etc. Et encore que j'ai eu un parti pris assez minimaliste sur ma page puisque je la voulais pas trop longue, je voulais pas qu'on puisse dérouler à l'infini et l'au-delà. Donc j'ai quand même gardé quelque chose d'assez simple, mais ayant en tête qu'il faut synthétiser les informations, mais que par contre il faut que les informations soient accessibles pour tout simplement rassurer le potentiel acheteur et le faire passer du coup à l'achat. Il y a eu toute une phase de préinscription. Sur Ulule, vous pouvez lancer ça avant le départ de votre campagne Ulule. Vous pouvez fournir un lien pour être préinscrit et du coup pouvoir tout simplement être averti au moment où ça se lance. C'est assez sympa et puis ça permet aussi d'avoir déjà une petite communauté de personnes qui va suivre le projet et les publications que vous allez publier. Personnellement, je crois que au niveau de la phase de préinscription, j'avais 130 ou 150 personnes préinscrites. Ça ne reflète pas du tout le nombre de contributions que j'ai eu in fine, mais c'était des personnes du coup qui suivaient le projet. Donc, sachant que j'ai terminé la campagne à 151 contributions, au final, le nombre de préinscrits, c'est pas des acheteurs sûrs et certains, mais c'est toujours des personnes qui vont donner de la visibilité à votre campagne. Et pour tout ce qui est communication sur des réseaux sociaux externes, donc Instagram, TikTok, etc., personnellement, j'ai lancé ma communication un mois avant. Voilà, donc je me suis fait un plan de communication où je me suis dit, voilà, tel jour je vais poster tel truc, etc., etc. Je pense qu'à l'avenir, je lancerai ma communication un tout petit peu plus tard, peut-être 3 ou 2 semaines avant, pas plus, parce qu'en fait le fait d'avoir un mois de délai, ça fait que les gens ils ont quand même le temps de faire redescendre la hype, donc c'est un petit peu dommage, alors que si la campagne est assez longue, en fait on a le temps de donner les infos, on a le temps de donner envie, donc voilà, moi pour le tome 2, je sais que comme il va être aussi attendu, j'aurai moins de travail de communication à faire. Là c'est vrai que le tome 1 c'était entre guillemets le plus galère, parce que personne connaissait la trilogie, voilà, c'était un petit peu chaud, et puis aussi il n'y avait pas d'exemple de réalisation, mais là, comme j'ai le tome 1 en beau collector, etc., je vais pouvoir dire, si vous voulez le tome 2 de ce magnifique livre avec les mêmes ajouts, etc., vous pouvez aller le précommander, blablabla. Et du coup, pendant la campagne du tome 2, je pourrais écouler le stock du tome 1 également. Bref, vous l'avez compris. Tout ça pour dire, la communication, faites en sorte de vous y prendre à l'avance parce que c'est très compliqué, c'est beaucoup de coups d'épée dans l'eau et c'est beaucoup de travail et de temps. Vraiment, faut charbonner. Pour avoir une campagne qui fonctionne, surtout une première campagne, il faut vraiment charbonner.
Également, tout ce qui était avant la campagne, j'ai fait la préparation de tous les visuels et contenus de communication. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai préparé beaucoup de posts en avance et des templates et des modèles que je pouvais réutiliser. À ce jour, sur le Canva que j'ai utilisé pour la communication de la campagne, c'est plus de 200 visuels qui ont été faits. C'est-à-dire qu'il y a plus de 200 visuels différents qui ont été créés pour The Game Controller sur du coup une période d'à peu près 2 mois. Voilà, c'est énorme sans compter les vidéos. Voilà, parce que là c'est que les posts statiques. J'ai pas compté les vidéos parce que pareil, il y en a eu beaucoup. Le lancement de la campagne, pour moi, je l'avais fixé le 3 avril, tout simplement parce que c'est une date qui, entre guillemets, est stratégique dans le sens où c'est le début du mois. Encore une fois, à choisir, je pense que je le mettrai en toute fin de mois. C'est-à-dire qu'au lieu de le faire le 3 avril, j'aurais peut-être dû le lancer le 27 mars. Puisqu'en fait, c'est la période des payes. Et donc, quand les gens sont payés, ils sont plus à même de dépenser un petit peu d'argent. Vous savez, si vous lancez votre campagne en milieu de mois, je pense vraiment pas qu'il y ait beaucoup de contributions au début, à part si vous avez une communauté hyper fidèle qui a prévu dans son planning que votre campagne commence tel jour. Donc moi, je vous conseillerais vraiment de commencer soit en fin de mois, soit en tout début, pour tout simplement s'aligner avec la période des payes et obtenir plus de contributions plus facilement. Je vous avoue que les premières heures et les premiers jours en fait de campagne sont très stressants. Donc ça, faut s'y préparer parce qu'en général, vous allez stagner. Il va arriver un moment où vous allez stagner, où ça ne va plus monter, où il va y avoir moins de visites sur votre Ulule. C'est dans ces moments-là qu'il faut vraiment pas abandonner et qu'il faut justement charbonner en communication. Et c'est vrai que c'est compliqué de dire aux gens « Ouais, venez acheter mon livre » quand il n'y a pas de vente. Mais justement, c'est en y croyant vous-même et en montrant que vous avez confiance en votre projet que les gens vont vous faire confiance. Donc voilà, pour moi, il faut vraiment éviter en communication de jouer sur le sentiment de pitié. Voilà, donc dire « Ah, je n'ai que 20 contributions sur ma campagne Ulule, viens m'aider à atteindre les 25 », pour moi, ça c'est... Marketing de la pitié, c'est vraiment pas ce qui va vous servir sur le long terme parce qu'en fait, vous allez passer pour quelqu'un qui n'est pas pro, entre guillemets. Alors évidemment, vous pouvez partager le fait que c'est dur, que franchement, vous galérez, que c'est beaucoup de travail, etc. Mais je vous déconseille de jouer sur la pitié des gens. Parce que clairement, au long terme, c'est pas ce qui va être le plus... C'est pas ce qui va vous faire un excellent rendement et c'est pas ce qui va vous donner une très bonne image non plus. Mais ça, ce n'est que mon conseil. Au niveau des contreparties, je vous conseille vraiment d'avoir plusieurs niveaux d'entrée. Donc d'avoir un niveau d'entrée très bas, par exemple l'e-book, et ensuite d'upscale petit à petit et d'avoir une offre qui soit quand même assez haute. Par exemple, moi, mon pack all-in était à 70 €. Je vous conseille vraiment d'avoir une large gamme de prix sans pour autant avoir beaucoup d'options. C'est-à-dire que moi, par exemple, à la fin, je n'avais que 3 options. J'avais soit l'e-book, soit le relié, soit le relié avec tous les goodies et add-ons. Donc voilà, 3 niveaux d'entrée. En général, les gens allaient du coup vers celui du milieu. C'est du marketing de vente. Voilà, donc faites en sorte d'avoir plusieurs niveaux d'entrée pour vraiment vous adapter au plus petit budget comme au plus grand. Au niveau des paliers, personnellement, du coup, de base, et là vraiment je vous parle sur les paliers que j'avais mis à l'origine, j'avais le palier à 100% à 2500 €, qui passera du coup, vous l'aurez compris, à 2000 € sur le financement classique, donc e-book, livre physique, etc., donc sans ajout particulier. Et après j'avais scalé jusqu'à 8750 € pour le jaspage. Vous comprenez bien que voilà, j'ai fini par descendre vachement et en fait j'ai annulé tous les paliers qui étaient au-dessus du 100%. J'ai baissé le 100% à 2000 € et à 3000 € j'ai dit vous avez un relié collector avec tous les ajouts. Voilà. Parce qu'en fait, encore une fois, j'ai investi sur le long terme, c'était le premier tome, je savais que ça allait être compliqué et que le plus gros poste de dépense que j'avais à ce moment-là, c'était l'impression, donc il me fallait l'argent pour pouvoir imprimer. J'ai fini par obtenir l'argent pour pouvoir imprimer, mais du coup le reste, j'ai pas pu le rembourser. Encore une fois, on y revient, mais c'est la stratégie du coup de se dire que j'ai fait ça sur le long terme. Faites attention à vos paliers qui soient pas trop écartés pour éviter justement de décourager les gens, mais évitez aussi les paliers trop resserrés parce que sinon vous allez avoir trop de choses, en fait vous allez avoir trop de frais. Et également, soyez attentifs et vigilants au niveau des choses que vous mettez à débloquer sur les paliers, c'est-à-dire que débloquer un print, c'est entre guillemets pas grand chose dans le sens où par exemple si vous faites comme moi et que vous en commandez 500, ça va vous revenir à 25 € les 500 et donc à 10 centimes l'illustration. Donc en fait le coût de base de votre livre, donc par exemple ici 9,50 € plus les 10 centimes, ça va pas faire un coût de revient qui va être
faramineux. Par contre, si vous faites des goodies en mode à 4000 € tout le monde reçoit une bougie, vous allez défoncer votre coût de revient et vous allez faire très très peu de bénéfices. Donc faites vraiment attention à ça, faites-vous des tableaux, faites vraiment des simulations et soyez attentifs au niveau des choses que vous mettez à débloquer sur les paliers. Parce que c'est là où très rapidement en fait on peut ronger sa marge assez bêtement entre guillemets et du coup faire moins de bénéfices et donc moins se rémunérer in fine. Donc comme je vous l'ai dit, moi en cours de campagne j'ai eu un pivotement, donc j'ai supprimé la contrepartie brochée parce que pour moi il n'y avait pas d'intérêt à avoir une contrepartie brochée. J'en ai beaucoup parlé aussi avec des autrices du milieu qui me disaient que globalement il n'y avait pas d'intérêt pour une première sortie à avoir 2 formats, surtout sur les campagnes Ulule où en fait les gens viennent chercher les beaux livres. C'est pas hyper intéressant. J'ai baissé du coup mon palier de départ à 2000 €. J'ai mis le palier à 3000 € qui fait que le relier est devenu collector. Bref, en fait, j'ai vraiment pivoté, j'ai fait un 360 très honnêtement en milieu de campagne parce que justement je voyais que ça n'avançait pas, que ça avançait peu et qu'on n'allait pas atteindre l'objet collector que j'avais envie de faire. Et encore une fois, ça a été une décision que j'ai prise en mon âme et conscience en sachant que j'avais les moyens de faire en sorte que ça fonctionne et j'ai, entre guillemets, les moyens d'avoir un stock dormant, donc un stock que je ne vends pas hors événements, etc. Mais faites attention à tout ça. Encore une fois, préparez-vous à avoir des périodes compliquées où ça va stagner, où ça va être décourageant et gérez votre communication. Vraiment, c'est le conseil que je vais finir par donner à chaque fois, c'est gérer votre communication parce que c'est entre guillemets la seule chose qui va vous rapporter des lecteurs si vous la gérez bien. Voilà. Et du coup, en parlant de communication, quand j'ai abaissé le palier, etc., j'ai fait pas mal de posts et de vidéos pour expliquer pourquoi est-ce que je faisais ça. Et pour expliquer tout simplement que je faisais ça en mon âme et conscience. Donc soyez transparents un maximum pour justement donner entre guillemets plus confiance aux personnes. Encore une fois, jouer sur la pitié, pour moi, ça n'a pas grand intérêt. Par contre, rester transparent et honnête avec vos contributeurs et contributrices, c'est hyper important pour construire une image qui va durer sur le long terme et pour qu'on vous fasse confiance sur le long terme. Ensuite, du coup, la campagne, elle devait se terminer le 8 mai, mais j'ai décidé de prolonger jusqu'au 22, tout simplement parce que j'avais quelques demandes de le faire. Alors c'est pas une prolongation qui m'a apporté énormément de contributions, mais c'est une prolongation qui globalement a été assez stratégique parce que j'ai quand même récolté, je crois, 800 € de plus, ce qui n'est pas négligeable, puisque du coup c'est les 800 € que j'ai payés à l'Ursaf, à Ulule, TVA, etc. Bonheur. Bref, également c'est un choix que j'ai fait un peu en mode stratégique parce que j'avais des événements professionnels et aussi des événements dans la sphère littéraire où je savais que j'allais pouvoir faire un petit peu de promotion. Donc les prolongations, c'est un truc à mettre en place si on vous le demande et globalement si vous avez un intérêt à le faire. Mais personnellement, je pense que je ne serais pas le type de personne à faire des campagnes Ulule super longues parce que c'est chiant après. Honnêtement, c'est juste chiant. Une campagne Ulule, c'est un peu comme un marathon. Donc au plus ça dure, et au plus, on s'essouffle. Moi, je vous déconseillerais de faire des campagnes Ulule de 3 mois. Maintenant, si vous voulez le faire et que vous êtes prêt à gérer, allez-y. Mais pour une première campagne Ulule, je vous conseille quand même de garder une durée maximum de 45 jours, 50 jours maximum. À savoir que du coup, j'ai fait les prolongations, mais qu'avant de faire les prolongations, en fait, j'ai commandé mon stock à l'imprimeur. Et c'est là où je pense que j'ai assez bien joué mon coup. Quand j'ai annoncé les prolongations, j'ai tout simplement dit que le stock allait être limité. Là où au début de campagne, en fait, si j'avais eu 500 précommandes, pas de souci. Là, si on dépassait les 400 exemplaires commandés, il y aurait des personnes qui n'en auraient pas. Et du coup, je pense que le fait d'avoir ce levier psychologique de dire c'est limité, même si c'est limité entre guillemets, je les ai pas écoulés, mais que les gens se disent ok, on pourra pas l'avoir sur le long terme, je pourrais pas le prendre dans 4 mois et tout machin, je pense que ça a un petit peu aidé à faire quelques contributions. Et globalement, c'était aussi un choix à assumer publiquement de dire premier arrivé, premier servi. Voilà. Et le fait de commander avant d'avoir terminé la campagne, ça m'a aussi permis de recevoir mes stocks plus rapidement. Donc je les ai reçus le 16 juin et à l'heure à laquelle je vous parle, on est le 22 juin. Tous les envois Ulule ou presque ont été envoyés. Il manque juste du coup les packs all-in et les envois un petit peu particuliers. Donc voilà, si j'avais attendu la fin de la campagne, ça aurait décalé les livraisons à mi-juillet voire août. Parce que temps de production, après l'imprimerie ferme, etc., etc. Bref, ça aurait été galère et j'avais pas envie de ça. Donc résultat final, je vous en ai parlé plus tôt dans la vidéo, j'ai fait 5887 €. C'est un excellent résultat pour une première campagne. Franchement, il y a pas à dire, je ne me plains absolument pas. Je trouve que c'est
assez extraordinaire, surtout pour une romance, parce que sur Ulule, on voit beaucoup de romantaisie, de fantaisie se faire financer, mais beaucoup moins de romance, donc je vous avoue que j'étais très très contente. Dans le cas où la campagne aurait échoué, qu'est-ce qui se serait passé? Le livre serait quand même sorti sur KDP. Il n'y aurait pas eu les ajouts esthétiques, il n'y aurait pas eu les goodies, etc. Et une version collector aurait peut-être été envisagée une fois les 3 tomes sortis. Mais c'était aussi une éventualité que j'avais préparée, donc je vous invite vraiment à assurer vos arrières et à prévoir un plan pour tout. Pour le meilleur scénario comme pour le pire. Vraiment, il faut réussir à couvrir les possibilités. Alors, je vous dis pas d'avoir un plan détaillé étape par étape pour chaque possibilité de ce qui peut arriver, mais ayez quand même une vue d'ensemble sur le pire scénario et le meilleur scénario. Parce que même dans le meilleur scénario, il y a des galères qui vont vous arriver et il faut quand même prévoir un minimum pour que le meilleur scénario se passe au mieux, tout comme le pire scénario se passe au mieux également. Et enfin, on finit cette partie-là sur les envois. Préparez-vous pour les étiquettes parce que c'est long à faire. Passez par Boxtail. Voilà, c'est même pas un conseil, c'est un ordre. Passez par Boxtail, vous allez payer beaucoup moins cher. Et en plus, c'est beaucoup plus pratique, ça vous imprime les étiquettes à la suite, etc. Bref, organisez-vous bien en termes de logistique. Personnellement, je commençais par dédicacer les livres avec l'étiquette. Je regardais dans mon fichier Ulule, du coup, quelle contribution c'était, etc. Donc, je l'avais noté. Et je mettais ensuite l'étiquette dans le livre. Donc, c'était le plus pratique entre guillemets, et après une fois que je faisais les emballages, je regardais s'il y avait un add-on, s'il y avait quelque chose, etc. et j'emballais en fonction. Donc faites attention au niveau de la logistique, de bien vous organiser, de bien gérer tout ça, parce que si vous êtes trop éparpillé, vous risquez d'oublier des trucs et encore une fois ça va entacher votre image, alors que si vous gérez bien, les gens vont vous refaire confiance sur le long terme et potentiellement pour des prochaines campagnes vont commander avec un peu moins de réticence. Et un dernier petit point au niveau des envois, pensez à bien informer vos contributeurs sur Ulule. Via Ulule, en fait, on a la possibilité de faire des publications qui sont envoyées par mail et qui sont ensuite disponibles sur la page de la campagne. Je vous conseille vraiment d'en faire assez régulièrement. Personnellement, j'en ai fait une, notamment quand j'ai eu terminé le gros des envois, donc pour dire voilà, vos colis vont arriver. Préparez bien vos contributeurs aux différentes péripéties qui peuvent arriver, donc aller chercher les colis en locker sous 5 jours ouvrés parce que sinon ils sont retournés, ne pas accepter les colis complètement défoncés parce que sinon les remboursements sont galères, et préparez-vous à faire du SAV parce que malheureusement lorsque l'on vend de la marchandise il y a forcément du SAV. Je vous avoue que moi c'est vraiment pas ma partie préférée et que pour le moment je touche du bois, je n'en ai pas eu beaucoup à faire, mais préparez-vous à devoir expliquer à des gens que leur exemplaire n'est pas abîmé et qu'il est imprimé comme ça. Bref, voilà, donc préparez-vous à ça parce que mentalement c'est aussi encore quelque chose. Déjà vous êtes fatigué de la campagne, mais en plus après il faut gérer les gens qui parfois sont très sympas et parfois ils sont pas forcément très bien lunés. Préparez-vous à ça, ouvrez vos chakras et gérez le SAV. Bon, maintenant qu'on a parlé de tout ça, je pense qu'on va faire un gros aparté sur la communication, puisque ça a été clairement mon point fort, entre guillemets, sur cette campagne Ulule, c'est vraiment d'avoir une communication qui était dynamique, et c'est aussi ce qui m'a permis d'arriver à un résultat qui était quasiment au 300%. Je vais vous expliquer un petit peu tout ce que j'ai fait, les différentes choses que j'ai mis en place, les erreurs, les trucs bien, comme ça vous allez pouvoir tout simplement vous en inspirer, peut-être que ça vous donnera des idées. Déjà, au niveau des plateformes utilisées, j'ai principalement basé ma communication sur Instagram avec des posts, des carousels, des stories, des réels. Bref, c'est là que se situe le cœur de ma communauté, donc c'est là où je communiquais le plus. Après, toutes mes vidéos que je postais sur Instagram, je les repostais sur TikTok. Voilà, tout simplement parce que c'est le plus simple pour moi. Maintenant, sur TikTok, on peut aussi reposter tout ce qui est photos, donc des carousels. Les carousels qui étaient très importants, je les repostais également sur TikTok. Sur Twitch, j'ai fait un live de lancement. Maintenant, est-ce que c'était hyper intéressant? Je ne sais pas. En tout cas, c'était très fun à faire, je me suis vraiment éclatée et de toute manière Twitch c'est une plateforme que j'affectionne particulièrement, même si en tant qu'autrice c'est une plateforme que j'ai encore du mal à mettre en place dans ma communication long terme. C'est assez sympa toujours de faire du lancement un événement, donc même si vous faites pas un live sur Twitch, vous pouvez par exemple faire un live sur TikTok ou Instagram. Sur LinkedIn, je crois que j'ai dû faire 3 ou 4 posts maximum pour dire que voilà, je faisais une campagne et tout. C'est vraiment plus l'audience qui me connaît de par mon alternance, donc ça n'avait rien à voir très honnêtement, et je vous conseille d'aller sur LinkedIn pour tenter de vendre votre livre. Vraiment,
n'y allez pas. J'ai également ma newsletter sur Substack, donc là où je faisais une communication beaucoup plus intime et détaillée avec tout simplement les gens qui voulaient vraiment connaître les coulisses du projet. Sur Substack, en fait, j'ai créé une newsletter The Escape Love où du coup je parle de toute la trilogie, de tout ce que je fais autour de ça, des délais. C'est vraiment beaucoup plus les personnes qui ont envie de suivre les coulisses et le projet au complet qui me suivent là-bas. Et donc sur Substack, je fais en général une newsletter par mois au sujet de The Escape Love. Et enfin, comme je vous le disais, les publications Ulule, c'est des actualités qui sont visibles directement par les contributeurs et sur la page. Donc il faut quand même un petit peu envoyer, il faut essayer de donner envie aux gens. Les publications finissent en plus dans les mails, donc c'est toujours intéressant d'en faire assez régulièrement. Si vous en faites 1 à 2 par semaine, c'est cool. Après, ne spammez pas non plus parce que sinon ça va agacer fortement des gens et ils risquent potentiellement d'enlever votre campagne de leurs favoris, ce qui serait dommage. Au niveau des types de contenus qui ont fonctionné, voici une liste non exhaustive. L'annonce des paliers débloqués, donc pour chaque palier j'ai fait un post, ça a bien marché. Il y a l'unboxing de l'épreuve brochée où c'était un petit peu plus émotionnel et où du coup les gens ils ont potentiellement plus apprécié aussi par rapport au fait que montrer vraiment le premier accomplissement de cette trilogie. Le quiz quel personnage es-tu en carrousel, ça c'était cool parce que ça a généré pas mal d'engagement et de partage. C'est sympa, ça permet un petit peu d'interagir avec la communauté, c'est un concept qui est très cool à reprendre. Le carrousel de présentation du livre, donc protagoniste, illustration, trope, livre, c'est toujours cool. Réutiliser les illustrations que vous faites faire pour vos livres, c'est vraiment le cœur, je pense, d'une bonne communication parce que très clairement, c'est ce qui vend très vite et très facilement. Quand les illustrations sont magnifiques, en tout cas, ça peut très clairement déclencher des ventes. Ensuite, il y a eu la vidéo sur les tropes, donc où j'ai abordé les différentes thématiques, etc. Pareil, ça a plutôt bien marché. La vidéo pourquoi est-ce que j'ai choisi l'auto-édition et si la campagne échoue, donc je vous en parlais plus tôt, vraiment l'aspect transparence et de dire voilà, j'ai pallié à toutes les éventualités, donc même si ça fonctionne pas, vous aurez quand même un livre. La présentation de l'équipe derrière le roman, c'est cool parce que ça permet de toucher la communauté des prestataires avec qui vous travaillez, même si c'est pas forcément une communauté de lecteurs, c'est toujours sympa. Et puis en plus, rendre à César ce qui est à César, quand vous avez des prestataires qui vous aident à pondre un bébé comme celui-ci, donnez-leur du crédit et mettez-les en avant sur vos réseaux sociaux parce que c'est le minimum que vous puissiez faire pour eux finalement. Le reveal des illustrations également a beaucoup marché, mais ça, encore une fois, les illustrations et l'art en général autour d'un livre, c'est ce qui permet de s'immerger à l'intérieur et donc c'est quelque chose que les gens apprécient beaucoup. Présentation du collector et de ses finitions, pareil, ça a très bien marché parce que ça hype les gens à se dire j'ai envie de contribuer, j'ai envie qu'on débloque ça, etc. Les posts sur les scènes explicites et le symbole de signalement, donc je vous en parlais en début de vidéo, le petit pictogramme, ça a beaucoup fait réagir et ça a été très très apprécié par la communauté à reprendre si vous faites le même fonctionnement dans votre livre. Le récap des paliers débloqués également et les derniers posts un petit peu entre guillemets d'urgence, donc les 48 dernières heures, les 24 dernières heures, etc. C'est des posts qui sont très facilement repartageables en story par d'autres comptes et du coup qui peuvent potentiellement déclencher un petit peu des ventes avec notamment le fait que ce soit de l'urgence. Au niveau de la publicité payante sur Instagram, j'ai sponsorisé 2-3 reels, j'ai dû mettre environ 30 €. Ça a fait un petit peu de vues mais ça a pas non plus déclenché de vente. Donc à retester avec un peu plus de stratégie. Et également un truc que je voudrais soulever si vous voulez notamment promouvoir certains réels, pensez bien à faire des vidéos qui s'adressent à un public qui ne vous connaît pas. Ne sponsorisez pas des vidéos où c'est votre communauté qui a interagi dessus ou qui était à destination de personnes qui connaissent déjà le projet. Vraiment pensez à faire des contenus purement axés découvrabilité, donc purement axé vers des gens qui ne connaissent absolument rien de votre projet. Et ça c'est le plus dur parce que comme vous êtes le nez dans le guidon sur votre campagne Ulule, etc., on oublie parfois que y a des gens qui vont découvrir le truc et qui vont pas comprendre ce qui se passe et donc il faut leur réexpliquer et il faut répéter et n'ayez pas peur justement de faire des répétitions dans vos posts et de reposter des trucs, de reposter des tropes, etc., parce que vraiment il y a des gens qui vous découvrent et qui vont pas swiper dans votre feed jusqu'à retrouver le post de présentation. Donc n'hésitez vraiment pas à vous répéter. Au niveau des services de presse, on en parlait en début de vidéo, du coup j'avais ma fiche presse de prête, donc à partir de là j'ai fait un appel à partenaires sur Bookstagram et BookTok pour recevoir le format numérique. Pour ça j'ai fait un formulaire sur Google Forms et j'avais des critères globalement assez souples mais précis, avoir un compte actif autour de la lecture et aimer les romances universitaires, et également j'ai ajouté un critère en cours de route qui était ne pas faire ses publications à l'IA. Je suis tombée sur énormément de comptes qui faisaient leurs publications à l'IA et je
je ne supporte pas les gens qui utilisent l'IA Gen pour faire des publications, donc ça a été un critère que j'ai mis en cours de route. J'ai dû recevoir plus de 200 candidatures, je l'ai trié au fur et à mesure et à la fin je me suis retrouvée avec 40 et à la fin je me suis retrouvée avec 30 personnes du service de presse, plus 10 personnes de mon entourage, donc des copines du Booksta, etc. etc. Donc j'avais une quarantaine de personnes à qui j'ai envoyé le service de presse avec la fiche presse pour du coup aider un petit peu les personnes à présenter le roman. Je pense que je vous mettrai un visuel de la fiche presse pour que vous vous rendiez compte de toutes les informations que j'avais mis dessus. Mais voilà, pour moi ça a été la fiche la plus complète que j'ai faite et je vous invite vraiment à en faire une si vous voulez faire des services de presse. Et enfin, dans cette catégorie du coup de services de presse, il faut savoir qu'on ne peut mettre aucune obligation de résultat. Par contre, moi je vais pas cacher que effectivement toutes les personnes je les ai dans un dossier, donc j'ai leur compte Instagram, donc je vais aller checker que du contenu a été fait, qu'à minima une story a été postée ou qu'un message m'a été envoyé, bref, qu'il y ait eu quelque chose, qu'il y ait eu un retour derrière sur le service de presse. Et les personnes où il n'y a rien eu, je leur renverrai pas le tome 2, alors que les personnes où il y a eu des trucs, et il y en a eu quand même pas mal, il y a fort possibilité que je les resélectionne pour la promotion du tome 2. Également au niveau de la communication, j'ai organisé avec le Codex, qui est un book club numérique qui se passe sur Discord, une lecture commune exclusive un mois avant la sortie. Donc c'est-à-dire que sur le book club, le cercle autour de la romance faisait une lecture commune autour de The Game Controller, et du coup toutes les personnes qui étaient membres du Codex, tout simplement elles pouvaient commander un exemplaire broché ou l'ebook par mois, et je leur livrais avant la date de sortie officielle qui est le 31 juillet. Ça permettait d'avoir du coup un petit peu des retours avant et également de booster la sortie parce que du coup le 31 je vais pouvoir donner le lien aux personnes qui ont lu le livre et je vais pouvoir récolter des avis à Amazon plus rapidement. Et enfin, avant-dernier point sur la communication, du coup, il y a aussi tout ce qui est dédicace en librairie. Alors pour ça, faut savoir qu'en tant qu'auto-édité, c'est un peu galère de se présenter en librairie et dire ouais, on organise une dédicace. Donc là-dessus, je vous invite à appeler les librairies autour de chez vous, les librairies indépendantes en priorité, parce qu'en général, c'est ces librairies-là qui vont vous accueillir le plus facilement. Faut envoyer un mail ou un message, ça dépend des canaux de communication. Personnellement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé certaines librairies et j'ai à ce jour une dédicace de prévue à Marseille comme je vous le disais. J'ai également un salon à Pierrefeu-du-Var en septembre et j'ai potentiellement une autre touche pour faire une seconde dédicace dans le sud de la France, voilà, et après je ferai sans doute plus de dédicaces dans le Nord lorsque j'en aurai l'occasion. Bref, ceci étant dit, pensez aux événements en présentiel parce que c'est là où vous allez pouvoir récupérer des lecteurs, des nouveaux lecteurs qui ne vous connaissent pas et qui connaissent plutôt la librairie que vous. Donc c'est assez intéressant aussi d'utiliser ce levier-là. Et enfin, pour terminer avec la communication, on repasse sur les réseaux sociaux, le rythme de publication. Postez régulièrement. Vraiment, moi je pense que je postais 2 fois par jour. Je postais un post carrousel et une vidéo, que ce soit une vidéo montée ou une trend, un audio ou quoi que ce soit. Donc postez vraiment régulièrement, alternez entre les contenus émotionnels et les contenus un petit peu plus punchy autour de votre livre et toujours rappeler les tropes, les résumés, le lien vers la campagne, etc. etc. Personnellement, à la fin de tous mes carousels sur la communication de The Game Controller, il y avait toujours une slide avec les tropes et une slide pour dire campagne ulule en cours, machin, vous pouvez le retrouver sur tel lien. Voilà pour la partie communication, je pense qu'on a fait le tour et maintenant on va passer sur la dernière partie de cette vidéo, la production et la logistique. Au niveau de l'envoi des fichiers à l'imprimeur, comment ça se passe, quelles sont les galères, etc., etc. On va en parler, mais avant d'attaquer ce sujet-là, le choix de l'imprimeur. Vous m'avez beaucoup demandé où est-ce que j'avais fait du coup imprimer ma version collector de The Game Controller. Je vais vous le dire, mais avant ça, passons par les options que j'ai explorées avant de me décider. Il y a eu Books Factory, mais honnêtement Books Factory, j'en ai eu des échos très mitigés, dans le sens où j'ai beaucoup d'autrices qui attendaient leur livraison de chez Books Factory et qui l'ont reçu avec 2-3 mois de retard. Les fichiers qui étaient pas bons, les exemplaires qui étaient pas vérifiés, ou parfois des problèmes d'impression, etc., etc., etc. Bref, Books Factory, je l'ai très vite éliminé, déjà pour ça, et en plus parce que c'est affreusement cher. Faut savoir que si vous faites des petits tirages, donc par exemple moi c'est considéré comme un petit tirage parce que 400 exemplaires c'est pas énorme, ça ne vaut pas le coup. Voilà, vous allez payer très cher votre exemplaire. Moi je payais 15 € mon exemplaire et je me faisais 10 € de marge sur 24, donc c'était vraiment pas ouf. Donc du coup j'ai éliminé cette option, notamment quand on m'a parlé de l'imprimeur que j'ai fini par choisir. Cet imprimeur c'est Finidir, c'est une entreprise qui est basée en République tchèque et franchement ils font des très beaux ouvrages. Il y a notamment je crois Brajlon qui passe par eux également, enfin bref, vraiment Finidir,
pour le coup, ça m'a été recommandé par Marine Chapan en me disant que voilà, pour elle, c'était vraiment le meilleur rapport qualité-prix qu'elle ait eu. Et effectivement, le rapport qualité-prix est exceptionnel. Et encore une fois, je paye 9,50€ mon livre à l'unité, alors que chez Books Factory, j'aurais payé presque 2 fois plus. Donc j'ai fait imprimer mon collector chez Finidir. Il y a aussi d'autres imprimeries que je peux vous donner. Il y a notamment l'imprimerie CEPEC qui, il me semble, est basée en Europe. Je dois vous avouer que CEPEC, en fait, j'ai eu un problème avec eux parce que j'ai appelé pour avoir des renseignements et à partir de là, ils se sont mis à me harceler. Voilà, c'est-à-dire que je recevais un mail tous les 3 jours pour me dire est-ce que vous avez pu regarder le devis, est-ce que machin, est-ce que truc. Et bref, et moi, j'aime pas quand on me fait du pressing pour passer à l'achat, sachant que là, en plus, c'était un contrat à 4 000€. Donc, je les ai supprimés de ma liste simplement pour ça. Je pense que je suis simplement tombée sur le mauvais commercial, hein. Ils doivent sûrement être très très bien. Mais voilà, je vous donne le nom comme ça, si vous voulez explorer les différentes options, vous pouvez. Également, pour les brochets, on m'avait recommandé SoBooks. Alors, je crois que pareil, ça c'est basé en Europe, voire en France. Je suis pas passée par eux parce que du coup, j'ai fini par pas imprimer mon brochet, mais toujours bon à savoir. Et également, on m'a parlé de meilleure impression, mais j'ai pareil à ce niveau-là eu des retours assez mitigés, dans le sens où y a des personnes qui me disent que c'est génial et d'autres personnes qui me disent qu'elles se sont fait rouler. Donc, dans le doute, je ne suis pas passée par eux. Voilà pour ça. Donc voilà pour l'imprimeur. Au niveau de la gestion des stocks, du coup comme je vous l'ai dit, j'ai imprimé avant la fin de la campagne pour tenir les délais de livraison et j'ai également mis en place les précommandes via mon site internet pour le brochet, tout simplement parce que ça a été le plus simple à faire pour moi. Maintenant, si vous n'êtes pas à l'aise avec la création de site web, vous pouvez très bien juste mettre en place la précommande sur Amazon KDP, ça fonctionne aussi très très bien. Pour l'expédition des colis, j'ai tout fait à la main, l'emballage, etc. Je l'ai tout fait seul et j'ai envoyé une centaine de colis en un peu moins d'une semaine. Donc c'est pas non plus un travail qui est hyper éreintant. Par contre, c'est très chronophage. Et encore une fois, comme je vous le disais plus tôt, faut être très très bien organisé pour éviter d'oublier des trucs. Et enfin, le dernier point que je pourrais vous dire au niveau de la logistique, c'est vraiment de faire attention à la coordination avec les illustrateurs et les prestataires pour que vous ayez tout à temps. Par exemple, le poster que du coup je n'ai pas encore en main, j'ai dû le programmer avec Cassandra sur le créneau qu'on avait bloqué pour la couverture du tome 2 parce que sinon je l'aurais eu beaucoup plus tard. Donc voilà, c'est des trucs où faut réfléchir un petit peu en amont, faut vraiment essayer d'avoir une vue d'ensemble sur tout ce que vous faites. C'est très compliqué, c'est vraiment beaucoup de visualisation, beaucoup de tableurs. Moi, j'ai un calendrier qui est raturé de partout parce que ça changeait tout, etc. Mais faites attention à la coordination de vos prestataires pour vraiment avoir le déroulement le plus fluide possible au niveau que ce soit de l'édition, de la logistique et des envois pour vraiment pouvoir tout enquiller le plus fluidement et avec le moins de friction possible et pour vous et pour les personnes qui reçoivent votre livre. Bon, maintenant qu'on a parlé de tout ça, je pense que là-dessus vous avez toutes les infos que je pouvais vous donner. Qu'est-ce que j'ai appris avec cette campagne Ulule? J'avais un objectif de base qui était de vendre 200 livres et je pense très honnêtement que c'est un objectif qui est complètement atteignable avec notamment les événements qui sont prévus, etc. Et que en soi je pourrais atteindre si notamment je me décidais à vendre mon collector sur ma boutique. J'ai vendu à ce jour, je crois, 130 exemplaires reliés et une dizaine d'exemplaires brochés. Donc je suis plus que satisfaite et pour moi c'était juste un objectif un petit peu symbolique, mais je sais que je vais finir par l'atteindre avec le temps, donc je ne m'inquiète pas là-dessus. Et puis en plus, cette campagne, ça a vraiment été une première expérience assez riche et intense. Je suis plus qu'heureuse du résultat. La leçon que j'ai tirée de cette aventure, c'est que la transparence avec sa communauté, c'est un non négociable. Genre vraiment, les changements de structure, la question de l'échec, les stats limités, tout doit être dit tout le temps. Même au-delà du fait d'informer les gens sur les délais d'envoi, il faut informer les gens sur tout ce que vous faites. Pour moi, c'est important de garder cette honnêteté avec ma communauté et j'ai toujours prôné la transparence. Donc vraiment, c'est quelque chose que je vous invite également à faire. Le statut d'entrepreneur, ce que ça implique au quotidien, faut faire attention quand vous lancez une campagne Ulule. Du coup, il faut avoir une structure pour encaisser, il faut déclarer à l'URSSAF, il faut prendre en compte les factures, les machins, etc. Bref, pensez vraiment à tout l'aspect administratif et légal avant de vous lancer dans l'auto-édition parce que mine de rien, c'est quand même un beau morceau. L'auto-édition, c'est pas un plan B, c'est un plan A, c'est un choix créatif, éditorial et entrepreneurial. Clairement, l'auto-édition pour moi aujourd'hui, c'est une voie pour l'écriture et pour avoir plus de diversité dans le monde éditorial tel qu'il est aujourd'hui. On a plus de liberté, mais on a également plus de responsabilités au niveau de la couverture, de la mise en page, de la communication, de la distribution. Tout repose sur moi et là-dessus, je vais mettre un petit disclaimer encore une fois. Si vous n'êtes que auteur, si vous n'êtes que autrice, si vous n'êtes pas forcément dans tout ce qui est visuel, etc., entourez-vous des bonnes personnes. Parce que, entre guillemets, j'ai la chance d'avoir cette double casquette de créatrice de contenu
et d'autrice, sachant que dans créatrice de contenu, il y a aussi tout l'aspect graphique, visuel, je fais aussi de l'illustration, etc. Donc je connais entre guillemets le marché du livre, je sais que ma couverture elle plaît, je sais que ma couverture elle va vendre. Si vous n'avez pas cette appétence-là, entourez-vous des bonnes personnes, parce que clairement c'est sur ce genre de détails que va reposer le succès de votre livre. Donc si vous avez peur de ne pas avoir une couverture qui retranscrit votre genre et qui informe le lecteur sur ce qui va lui être donné à lire, entourez-vous vraiment de prestataires et de professionnels. La gestion émotionnelle, c'est un vrai sujet. Je pense qu'il faudrait que j'en fasse un podcast entier. Vraiment, il faut avoir les épaules solides pour faire de l'auto-édition et pour faire une campagne Ulule, parce que croyez-moi, c'est pas de la tarte. Et là-dessus, du coup, l'importance de s'entourer. On ne fait pas un livre seul et on gère encore moins les éléments de crise seul. Je sais que Cassandra m'a énormément aidé sur tout l'aspect mise en page et galère avec l'imprimeur, etc. Genre vraiment, ça a été une crème. Elle m'a beaucoup aidé pour tout ce qui est formatage des fichiers. Ma mère aussi m'a beaucoup soutenue sur l'aspect émotionnel et sur les doutes et sur l'aspect financier. Elle m'a énormément rassurée. J'ai cette chance d'avoir un entourage proche qui est prêt à faire filet de sécurité si mes projets ne décollent pas. Et voilà, c'est un truc à savoir, c'est que vraiment je vous conseille de vous entourer bien et d'avoir des personnes de confiance à qui vous confier. Les choses que je referais exactement de la même manière, c'est la communication, avec des nouvelles idées, mais franchement, je trouve qu'à ce niveau-là, j'ai géré. Et les choses que je ferais différemment la prochaine fois, c'est les délais avec les prestataires, notamment l'édito, que j'ai un petit peu mal géré avec Cassandra, la mise en page qui a dû être refaite, enfin bref. Mais sinon, j'en retire plein de leçons hyper enrichissantes. Enfin, passons à l'avant-dernière partie de cette vidéo. Qu'est-ce qui se passe maintenant? La sortie officielle du livre est prévue le 31 juillet pour le brochet et l'e-book via Amazon. La lecture commune exclusive sur le codex est en cours normalement au moment où sort cette vidéo. Les dédicaces en librairie dans le sud-est sont programmées et il y en aura probablement d'autres à venir dans le nord dans le futur. Le tome 2, la réécriture est terminée, la bêta lecture est également terminée, la deuxième réécriture est terminée et la correction normalement au moment où vous voyez cette vidéo a été faite. Donc le travail éditorial sera fini mi-août. La sortie est prévue pour fin 2026, début 2027. Je pense que la campagne Ulule aura lieu en fin 2026 et qu'on aura une sortie officielle début 2027 pour quand même me laisser le temps un petit peu de souffler, d'autant que j'ai d'autres projets à côté. Le collecteur du tome 1 ne sera pas réimprimé pour la campagne du tome 2, ça me paraît assez logique, mais vous voyez derrière moi que j'ai quand même un stock assez conséquent pour faire face à la demande s'il y en a. Et la trilogie dans son ensemble, il y a une vision à long terme qui est volontaire, avec voilà, le tome 2 qui va arriver, le tome 3 qui va suivre, à chaque fois les collectors, mais une fois que les collectors seront partis, ils ne seront pas réimprimés. C'est une vision long terme, mais qui aussi a un but final, qui a une fin définie. J'ai hâte de voir où tout ça va nous mener. Voilà donc pour l'entièreté de cette vidéo. Avant de vous laisser, je vous ai demandé quand même via Instagram, TikTok et en story si vous aviez des questions potentiellement à me poser. Donc j'en ai relevé quelques-unes histoire de bien conclure cette vidéo. La première question c'est quoi les conseils que tu aurais aimé avoir avant de lancer ta campagne Ulule? Gérer la communication, gérer l'aspect visuel et si vous n'avez pas d'appétence, et il faut savoir reconnaître aussi quand on n'a pas les codes du marché, s'entourer des bonnes personnes pour être guidé de la bonne manière. Une couverture qui est belle à vos yeux, c'est pas forcément une couverture qui va bien s'insérer sur le marché. Et savoir marketer son livre, c'est quelque chose qui s'apprend. Donc faire vraiment attention à ces éléments-là parce que, encore une fois, c'est là-dessus que repose le succès d'un livre. Au-delà du fait que l'écriture soit bonne, si vous le marketez mal, il se vendra pas. Donc faire attention à l'aspect vente et l'aspect visuel parce que globalement, c'est une des choses les plus importantes aujourd'hui quand on parle d'édition indépendante, c'est voilà, de savoir faire son marketing et de savoir construire son lectorat de la bonne manière. Tu conseillerais de commencer à parler de ton roman pendant combien de temps? Donc je suppose avant la campagne Ulule. Pour une première sortie, je vous dirais de commencer à parler de votre roman le plus tôt possible. Voilà, tout simplement parce que même quand vous êtes en train de l'écrire, vous pouvez en parler, vous pouvez partager de projets, etc. sans pour autant spoiler. Et si vous prévoyez une campagne Ulule, je vous conseillerais de faire comme j'ai fait, donc de faire un mois de promotion intense avant la campagne et ensuite d'enchaîner avec la promotion intense sur la campagne. Je pense que c'est le mieux pour avoir le temps d'aller récupérer une certaine audience et de les guider vers la campagne. Maintenant, c'est pas une règle intrinsèque, c'est pas une règle universelle, mais voilà, je dirais que je la jouerais à peu près comme ça. Est-ce que tu avais un plan marketing pour les réseaux sociaux? Oui, et du coup je l'ai détaillé dans la vidéo, donc je pense que j'ai répondu à la question. Comment on fait pour faire une campagne sur son tout premier roman si personne connaît notre plume? Et bien justement, il faut beaucoup communiquer en amont, il faut chercher les lecteurs, lectrices, et là-dessus, je vous dirais de proposer du contenu autour de vos lectures.
avant même de proposer du contenu autour de votre roman. Parce qu'en général, quand on a un auteur qui propose du contenu uniquement autour de son roman, en fait, il va attirer beaucoup d'auteurs et d'autrices qui vont avoir envie de suivre son parcours en tant que collègues, mais qui vont pas forcément lire. Alors que si vous proposez du contenu au sujet de vos dernières lectures, de vos derniers coups de cœur, etc., les lecteurs, lectrices vont venir sur votre compte et vont être là pour ça. Et vous allez pouvoir petit à petit les convertir en lecteurs, lectrices de votre propre roman. Donc voilà, et communiquer vraiment un maximum, le plus possible. Et encore une fois, là-dessus, vous pouvez aussi vous entourer de personnes dont c'est le métier pour marketer votre livre, le diffuser à un maximum de gens pour construire votre lectorat. Quel a été ton plus gros challenge, le truc le plus difficile, que ce soit dans l'écriture ou par rapport à la campagne? Gérer la pression. Voilà. Je sais que je l'ai pas montré sur internet et je pense que j'ai un truc avec le fait de montrer ma vulnérabilité en ligne, mais très honnêtement, j'ai eu des périodes de gros doutes, notamment quand j'ai dû shifter l'objectif de ma campagne. J'ai vraiment passé des journées pas très top. Je pense que c'est ça qui a été le plus dur. Après, honnêtement, ça n'a pas non plus été une expérience que je me souviendrai comme étant négative, dans le sens où le plus dur, c'est vraiment de faire face aux premières galères. Après, une fois qu'on a fait face à 2-3 galères, qu'on a bien chouiné, qu'on a cherché les solutions, qu'on s'est trituré les méninges, personnellement, mon cerveau, il est passé en mode, il annihilait la colère, il annihilait la tristesse, et du coup, à chaque fois que j'avais une nouvelle galère, je riais. Voilà, d'ailleurs, ça s'est vu dans mes vlogs quand j'ai eu ce truc avec l'imprimeur et le problème de papier, j'ai ri. Donc, je pense que le plus dur, c'est vraiment de faire face aux premières galères et gérer la pression à ce moment-là. Après, le reste, ça coule tout seul et ça suit son cours. Et se mettre en mode solution, c'est ce qui va vous aider à sortir la tête de l'eau. Il faut vraiment pas ruminer les problèmes que vous avez, il faut chercher les solutions. Alors évidemment, ruminer 2 heures, insulter telle ou telle personne, enfin aller faire de la boxe, je sais pas moi, défoulez-vous. Mais au bout d'un moment, cherchez les solutions parce que angoisser, cogiter et ruminer pendant des jours et des jours, ça va pas vous aider à avancer. Donc voilà, je pense que le plus dur, ça a été de faire face aux premières galères. Quelle a été ta plus grosse peur? Je sais que moi, je suis en train d'écrire mon roman et j'hésite beaucoup entre maison d'édition et auto-édition à cause de mes peurs dans les deux. Ne pas réussir. Non, en vrai, ma plus grande peur, ça a été de décevoir mes abonnés et mes contributeurs. Je pense que ça a été ça. Et c'est toujours ma plus grande peur d'ailleurs. C'est vraiment de décevoir les gens qui croient en mon projet. Et c'est pour ça d'ailleurs que les envois, j'ai essayé de les faire le plus rapidement possible. Là-dessus, c'est vraiment là où mon angoisse réside, c'est de décevoir les gens. Mais de plus en plus, je prends confiance en mes capacités et du coup, c'est assez facile de faire face aux vagues d'angoisse à ce niveau-là. Et enfin, dernière question, comment as-tu choisi ton imprimeur, ton illustratrice graphique, bêta-lectrice, etc. Comme je l'ai expliqué, du coup, c'était beaucoup de bouche à oreille, des réseaux sociaux. Marine Chapan qui m'a conseillé Findir et qui a sauvé littéralement ma campagne. Franchement, je pense que si j'avais dû passer par Books Factory, on n'en serait pas là où on en est aujourd'hui. Donc, on dit tous merci Marine dans les commentaires. Et on remercie également toute l'équipe. Donc, Charlotte, Cassandra, Poki, Wyrney, Kylian. Vraiment, remercier toutes les personnes qui ont travaillé sur ce livre. Et du coup, où est-ce que je les ai trouvés? Du bouche à oreille, les réseaux sociaux. Et encore une fois, je vous invite grandement à aller tester la plateforme Talent du Livre si vous voulez trouver d'autres prestataires. Parce que évidemment, je les connais pas tous. Et vraiment, dans les commentaires, je compte sur vous pour remercier toutes les personnes qui ont participé à faire de ce livre ce qu'il est aujourd'hui et ce que vous avez maintenant peut-être entre vos mains sur les étagères de vos bibliothèques ou que vous avez découvert, etc. Bref, voilà pour cette vidéo, elle est très longue, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez eu toutes les informations que vous vouliez. Si vous avez d'autres questions un petit peu plus pointilleuses, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous voulez me retrouver sur d'autres réseaux sociaux, vous pouvez me suivre sur Instagram, TikTok, sur Twitch. Également, vous pouvez vous abonner à ma newsletter via Substack, là où je vous partage d'autres choses, des choses un petit peu plus poussées au niveau de l'écriture, de la lecture et de ma vie en général. Merci encore pour cette magnifique aventure qui a été cette première campagne. J'ai pas les mots, voilà, j'ai clairement pas les mots pour vous remercier comme il se doit, mais écoutez, j'espère que vous aurez compris que vous avez ma gratitude éternelle et que j'ai encore pas mal de livres à écouler, donc j'espère que vous serez au rendez-vous pour la campagne du tome 2. Ce livre, il n'existerait pas sans la contribution de Cassandra, de Poki, de Charlotte, de Wyrney, de Kylian et de ma mère. Donc merci à toutes ces femmes qui entourent The Game Controller. C'est une équipe de femmes sur un livre qui a été écrit par une femme et je ne peux être que heureuse du travail qu'on a fourni toutes ensemble. Merci à toutes et merci à tous les contributeurs et toutes les contributrices. Merci à ceux qui laisseront des avis sur les plateformes de lecture. Je vous mettrai de toute manière tous les liens en description. Sur ce, je vous souhaite à tous une très belle journée, une très belle soirée. Prenez grand soin de vous et on se retrouve pour la campagne du tome 2.